Salut l'équipe. Le carrosse a bien failli se retransformer en citrouille avec petit Roland de caca dans le cuissard. Mais finalement, le conte de fées continue. Bon d'accord, les fées mesurent 2 mètres et soulèvent au moins 120 kilos en développé couché, mais il n'empêche, elles nous ont vraiment fait rêver. Après le match 7, le hit allait quoi qu'il arrive rentrer dans les livres d'histoire et contrairement à Johan Diniz, eux ont choisi la belle manière. Un parcours invraisemblable, fait d'exploits, mais aussi d'adaptations défensives, offensives, série après série, où certains soirs, les meilleurs joueurs s'appelaient Martin ou Vincent, laissant croire qu'on parlait bien de play-off, mais plus de Pro B que de NBA. Le basket est et doit être une invention permanente, de système, de coach et donc de joueurs. Si pour les blazes, on reviendra, pour le reste, c'est tout bon le sein. Les amis, qu'est-ce qui est mieux qu'une bonne finale ? Ben, une nouvelle finale, pardi. Et n'en déplaise à Adam Silver, ce Nuggets hit est ce que la NBA peut nous offrir de mieux comme acte final. Et puis me dire que dans une dizaine de jours, Nikola Jokic ou Jimmy Butler sera enfin champion NBA me donne déjà les frissons. Salut l'équipe, on n'est pas jeudi, mais on s'en râle. C'est quand même le first day show. Et promis, celui-là, ça sera le dernier de l'année. Et un dernier forcément avec une immense preview des finales entre les Nuggets et le 8. Pour cette dernière, il fallait reconstituer une famille. Pour ça, Thomas Dufresne est revenu avec son daron, Kevin Séraphin. Comment ça va les gars? Ça va très bien et vous? Comme c'est la kermesse, je suis content d'être venu avec papa après, mercredi après-midi. Alors, monsieur Séraphin, il est perturbé le petit un petit peu quand même. Depuis quelques semaines, là, il est très énervé. Il va falloir un peu le recadrer. Avec sa mère, on a remarqué ça, on essaye de gérer un peu, mais... Ouais, ça commence par les des mères, on va changer de sujet. On embrasse ma maman, bien sûr. On embrasse maman. Avant de rentrer dans le dispositif des finales, dans le sommaire, dans tout ce qu'on a à vous raconter, on a vu une info. Kevin, tu nous l'as pas dit? Comment, Kevin? Franchement, j'avais un peu la haine, je vais pas mentir. On t'adore. Mais quelle info? Gros. Moi, je pensais que si un jour il se passait un truc comme ça, on allait avoir la primeur de l'info. Tom, tu peux envoyer. Oh on est ravis pour toi déjà. C'est Kevin. Bravo, mec, bravo, Kevin. J'ai des cheveux maintenant, les gars. Ça, c'est du passé, c'est derrière moi. Tu peux nous raconter comment ça se fait? C'est Dwight Howard qui t'a appelé? Alors, je vais le texte tout de suite après. Alors, on va dire à l'assurance que c'est bien sûr une blague, bien sûr, hein, pour éviter tout l'argent. Vous êtes des gamins. Chaque fois que je viens ici, il y a toujours un petit truc. Fallait pas nous battre au basket. Voilà, exactement, on t'en veut encore. Fallait pas autant me faire passer pour un enfant sur le post-up. Je suis désolé. Vous avez bien su monter le montage? Bon, c'est votre job. Des montages défaillants un peu, mais en tout cas, c'est un bon montage. Sache que le dernier cut ne se fait pas sur le terrain, se fait en salle de montage, mon rêve. J'ai vu. Bon, avant de partir dans le truc, t'étais à Bercy hier, à l'Accor Arena? T'as pu y aller pas hier? J'y étais, ouais. C'est une belle soirée apparemment. Magnifique soirée. C'est les belles soirées du basket français. Ça met en avant. Alors malheureusement pour l'Asvel, il y a des fêtes. Ils sont menés 2-0 et il y a un petit peu péril dans la demeure. Danger. Hein, les 2 matchs à l'Astroval vont être lourds. Mais c'est vrai, salle pleine, public qui réagit, beau spectacle, super match de basket, magnifique finish avec ce panier à 3 points de Barry Brown Jr. juste avant D-Boss qui met aussi 2 filoches pour pense-t-on accrocher la prolongation. C'est les très belles soirées du basket français qu'on met en avant. Et on était forcément ravis. On a vu le sourire de Vincent Collet. Grand sourire de Vincent Collet, qui est pas loin de faire quand même le coup de l'année en allant en finale. On verra. J'espère que Nando va revenir. Hein, on a envie de voir tout le monde. En tout cas, ce soir, ça sera Monaco qui match 2 face à Bourg-en-Bresse. Vous le savez, on est dans la semaine du début des finales NBA. Et comme chaque année, on va vous parler du dispositif impressionnant de First Team. Thomas, chaque jour de match, il y aura clutch. 18h, 19h, on sera tous les deux en plateau avec Rémi Reverchon en direct des États-Unis, que ce soit à Denver ou à Miami. Ouais. On fera donc ça imprévu. Ensuite, on regarde nous le match en live ici au TAF. Et derrière, dès la fin du match, vous le savez, on sera en direct pendant 1 heure pour débriefer avec vous sur Twitch. On sera les premiers d'ailleurs à chaque fois, comme chaque année, à débriefer les matchs des finales. Et c'est ce qu'on adore faire le plus. Hein. Ouais, franchement, c'est ce qu'il y a de plus rafraîchissant, même si pour nous c'est un petit peu difficile, mais il n'empêche qu'on adore ça. Jeudi, match 1, 2h30. Dimanche, match 2, 2h. Donc voilà, 5h, aux alentours de 5h dans la nuit de jeudi à vendredi et aux alentours de 4h30 pour le dimanche soir.
Il n'y a pas que la NBA dans la vie, parce que depuis hier, on a commencé à commenter sur l'équipe live la Coupe du Monde 3-3, où on a vu les Français et les Françaises briller, même si les Français se sont fait voler face aux Serbes. Hein, 0-2 quand même, Français, Erwan. C'est ça, 0-2. Ouais, briller. Les filles ont gagné leurs 2 premiers matchs, les garçons ont perdu les 2 premiers matchs, mais on se retrouvera jeudi pour les 2 autres matchs, pour que les filles finissent premières de leur groupe et que les garçons tentent de finir 3e et aller au play-in, parce qu'ils ne sont pas encore éliminés. Et puis samedi et dimanche, ce sera les phases qualificatives. Mais je dis briller parce qu'il n'y a pas d'échec dans le basket, Thomas. Donc même à 0-2, c'est pas un échec. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Je ne sais pas vers où, vers les vacances peut-être, mais en tout cas, non. c'est une étape. Ah, Yannis, on t'embrasse. Vous avez jamais été tenté d'en faire Du 3-3 3-3 en club ou... En club, non. Moi, jamais à de la vie. l'époque, c'était pas du tout ma. Moi, je pense que je suis vraiment passé à travers la génération. Quoi. Ça n'existait pas en fait Moi, à ton c'est époque, pas- tout simplement. Ouais. Tu sais que toi, c'est avec qui j'en parlais avec, je vais le dire comme ça, parce qu'on vous dit tout. J'en ai parlé avec Franck Seguela, tu vois qui c'est? Qui est dans l'équipe de France. Qui est dans l'équipe de France 3-3. Et je disais, mais toi qui nourris des ambitions de rejouer, parce que tu es encore jeune, je pense qu'en 3-3, tu ferais du sacré dégât. Oui, je suis d'accord. En 5-5 aussi. Ouais, non, mais c'est pas les mêmes salaires aussi, on va se mentir. Tu sais qu'il y a un truc de fou. Le Big Tree m'a contacté. Ah bon? Ouais. Avec Joe Johnson et tout là? Ouais, l'année dernière, ils m'ont contacté pour jouer. Je pouvais pas par rapport à un truc d'assurance et différents trucs. Mais ils m'ont contacté et j'y ai vraiment pensé. Donc est-ce que c'est. Parce que c'est le tournoi d'Ice Cube, hein, bien sûr. Ouais, Ice Cube qui se passe aux États-Unis pendant l'été, ligne à 4 points, divertissement fun, que les anciens joueurs NBA, toujours plaisant à suivre. Ok, mais c'est intéressant Mais là, en tout le cas. C'est 3-3 intéressant. version FIBA pour, dans un an, les Jeux Olympiques. Pourquoi pas? Tu me dis ça comme ça. Mais Les Jeux Olympiques, moi, personnellement, j'y étais en 2012, c'était la meilleure expérience de ma vie. Si je peux y retourner. si c'est à niveau amateur, ça passe, non? Tu as le droit de jouer à niveau amateur ou t'as pas le droit de jouer à niveau amateur? Oui, je peux jouer amateur. Ah bah voilà, c'est niveau amateur, non? Messieurs de la Fédé, Kevin Séraphin pourrait être intéressé pour démonter des raquettes en 3-3. Et croyez-moi, j'ai défendu sur lui, pas cadeau. Tout à fait. Cadeau. Donc voilà. Donc, non, mais c'est vrai, je pensais à ça la dernière fois. Je me disais que tu as quand même un profil jamais vu dans du 3-3. Par le parcours et par le physique aussi. On voit rarement des pivots comme ça, attaquants mobiles dans le 3-3. Non, je me suis vraiment posé la question, tu vois, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'espace sur le terrain. En demi-terrain, t'as pas à courir ou à faire des trucs de ouf. Personnellement, moi, ça me plaît. D'ailleurs, ce qu'on a joué, c'était du 3-3, tu vois. Et en plus, on laisse jouer. Il y a beaucoup moins de fautes. Ça... Après, il y a la question du rythme qui est. Ça va vite, quoi. Ouais, c'est vite. dur. Ouais. Mais bon, je te dis. 12-14 C'est secondes 10 minutes et 12 secondes, 12 secondes de de possession. Voilà, ça va vite. Voilà. Bah, écoute, si en tout cas tu fais les Jeux dans un an, tu penseras à nous, on aurait été les premiers à t'en parler. Je pleurais, c'est grâce à vous. Tu pleures, toi, tiens, bah merde alors. Allez, sommaire de l'émission, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va évidemment revenir tout d'abord sur le match 7 entre le Heat et Boston, où le Heat a réussi l'énorme coup d'aller s'imposer sur le parquet du TD Garden et donc s'offrir une 6e finale dans leur histoire de franchise. Ensuite, on ira sur une preview, évidemment, des finales. 7e finale. 6e pour Spolstra. 6e pour le Spolstra, 7e, t'as raison. 7e pour le Heat, bien vu Thomas, belle voix, bien réveillé. Preview des finales, évidemment, 2 confrontations de style entre 2 parcours assez différents aussi. Une équipe attendue, même si c'est pour la première fois, une équipe qui a surpris qui a cassé tous les pronostics lors de ces playoffs-là. Et puis on finira avec quelques news, parce qu'il se passe beaucoup de choses déjà dans les bureaux des franchises NBA. On finira, et là, j'espère qu'il y aura une dernière chance. Et d'ailleurs, il m'a prévenu, il y aura qu'un qui suis-je. Ah, c'est vrai, on finit là-dessus. Ah ouais, ça régale. J'ai encore une dernière chance pour finir sur une victoire. Je t'ai relancé lundi. Lundi, je me suis parfaitement relancé sur Anthony Tolliver, des familles, mais C'est ça, Creighton, que tu nous as sorti réponse de champion, on peut le dire. C'est la saison régulière. Les playoffs, les finales NBA, c'est le first day show. Tout à fait. C'est pour ça que c'est présenté par moi. Voilà. Est-ce que vous envisagez d'engager un huissier un jour pour ces Maître Parce Nadia, que, en fait, je sais pas. Quand c'est préparé dans le fond, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe avant. Je sais pas hier si tu étais avec toi ou vous étiez en train de chiller. On triche pas quand même. Non, mais je demande, c'est des on a questions. beaucoup de défauts. On n'est pas des tricheurs. D'accord. Ah bah ok, c'est bon, je vous crois alors. Kevin, allez, sois sage, on a un cadeau pour toi à la fin de l'émission. Toujours un truc. Je pense que c'est un cadeau où on a mis dans le 1000. Voilà. Oui, tout à fait. Allez. Tout de suite, on attaque. On revient d'abord sur le match 7 entre le Heat et les Celtics. Miami, donc, ne cassera pas, ou les Celtics ne casseront pas la série de 150-0. C'était la série. Donc, quand une équipe mène 3-0, aucune équipe n'a perdu. Miami s'est fait peur, mais Miami, contre toute attente, est allé gagner sur le parquet du TD Garden avec la manière, une victoire qui ne trouve aucune contestation, 103
84, on va d'abord aller sur la performance XXL du hit. On a retrouvé les valeurs du hit, un grand Jimmy Butler. Mais on va commencer quand même par Caleb Martin qui a été extraordinaire. Ouais, c'est clair. En fait, ce match 7 aurait dû être le match 4 qu'on attendait, c'est-à-dire une équipe pleine de fougue, une équipe pleine d'énergie, une équipe qui court, une équipe qui défend et une équipe qui se connaît par cœur quelque part, qui une espèce d'alchimie totale. On reviendra bien sûr sur les 3 matchs perdus, mais ils ont sorti une performance franchement sans sas, même si on va tirer sur les Celtics, ce sera mérité. Au bout d'un moment, tu viens faire un match, tu fais ton match, et l'adversité en face, elle est fluctuante. Tu peux pas savoir ce que les autres vont proposer. Ils sont venus avec les crocs. Ils ont été fantastiques, ils ont trouvé de l'adresse. Tout le monde a été bon, encore une fois. Et tu as raison, Caleb Martin, qui ne finira pas MVP de la série, a été extraordinaire. Ce qu'il fait dans le troisième quart-temps, honnêtement, c'est du Kobe, quoi. Voilà, il a été extraordinaire. Il a réussi à péter le plafond de son niveau. C'est le joueur le plus régulier de la série. C'est un joueur qui est voilà, une autre révélation de ces playoffs avec Austin Reeves. Il a été fantastique. On le connaissait aux Hornets avec son frère jumeau, Caleb Martin. Il déboule, il s'est relancé chez le Heat. Est-ce qu'on est toujours surpris de voir des mecs pas draftés, passer par des petits chemins comme ça pour arriver dans des finales de conf, avoir l'impact sur quelques cartons, en tout cas quelques minutes, d'un franchise player? Non, je dirais pas qu'on est surpris. La draft, c'est un peu un entonnoir d'une certaine façon où ça filtre. Il n'y a que 60 mecs qui passent, 30-35 qui iront en NBA. Pour 5000 mecs inscrits à la draft, en fait. Et il y en a plein qui peuvent jouer. J'en ai connu beaucoup, que ce soit Garrett Temple, Winston Calloway, tous ces mecs-là, ils pouvaient jouer au basket. Hein. C'est juste que maintenant, bon, il y a un système, il y a une hiérarchie, il y a des choses qui sont faites, et on est obligé, du coup, ils suivent, en fait. Mais sinon, il y a beaucoup de mecs qui viennent. Tu serais surpris de voir, même quand tu vas en pick-up game l'été, ou tu vas même en pré-saison, parce qu'on a plus de gars en pré-saison avec nous, il y en a plein qui jouent. Hein. Et les stars ne sont pas toujours ceux qui dominent. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui jouent ne sont pas toujours les plus forts. Le vivier, on en parle souvent du vivier aux États-Unis de joueurs capables de pouvoir jouer NBA, il est énorme en fait. Ouais, on s'en rend peut-être pas compte. Il est énorme. Et puis c'est la guerre. Moi, tu sais, je suis allé voir quand il y avait les Summer League, j'allais voir un peu les entraînements avant avec John et on se posait, mais c'est la guerre. Je sais pas comment les mecs finissent pas avec 4 croisés, c'est la guerre. Parce qu'en fait, c'est un game changer pour eux dans leur vie. Les mecs là-bas, aux États-Unis, le basket, c'est un game changer. C'est vraiment pour eux, c'est l'opportunité de leur vie, c'est le moyen de s'en sortir. Donc tous ces mecs-là, ils sont à fond. Il y en a qui peuvent jouer, il y en a qui sont forts. Et le Heat s'est fait presque une spécialité même d'aller chercher ces joueurs-là non draftés qui passent pas dans le circuit un petit peu de classique de l'NBA. Le Heat a fait jouer 7 joueurs non draftés lors de ces playoffs, du jamais vu dans l'histoire pour une équipe en finale. Parce que faire jouer des mecs non draftés, bravo. Gagner avec, grand bravo. Aller en finale et leur donner des rôles avec, c'est clair. Bon ben là c'est chapeau. Bravo, chapeau. Tu peux pas le faire dans toutes les franchises. Le Heat est spécialiste dans l'invention de joueurs, voilà. Et ça traduit toujours le truc de c'est une franchise qui a une super culture et qui vit très bien et qui a aussi un département de recrutement et de scouting de très 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 haut niveau. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut pouvoir repérer le bon mec qui a les bonnes valeurs, qui va aussi être complémentaire des gars déjà en place. Et là, c'est une masterpiece, hein, clairement. Tous les mecs, là, on dit il y a 7 joueurs. On dit il y a 7 joueurs comme ça. Mais il y a surtout 3 titulaires, 4 mecs qui jouent plus de 25 minutes, un gars qui aurait pu être MVP de la série. Enfin, franchement, bravo à Miami pour ça. Ouais, bravo à Miami pour ça. On parle de Caleb Martin parce que l'histoire elle est belle. Tu peux nous remettre son CV, Tom, s'il te plaît, on l'a vu passer. Mais je voudrais qu'on prenne le temps, parce que l'histoire elle est belle, de voir un petit peu le parcours de ce garçon-là. La NCAA, donc avec Nevada, non drafté, alors que son frère, lui, est drafté. Il atterrit quand même avec son frère, du coup. Avec son frère, hein, ouais. C'est pas les premiers frères à jouer ensemble. Ouais. Two-way contract derrière, on sait que les two-way contracts, c'est un petit peu qui tout double. Et puis là, voilà, cette année, un contrat de 3 ans pour 20 millions. On imagine. L'été dernier, L'été dernier, on imagine que tonton va prendre le jackpot. On parlait de dans 2 ans, et Ronald, il y a 3 ans de contrat. Attends, on parlait d'Austin Reeves qui est peut-être allé valoir 100 millions. On imagine que ce mec-là, il est dans cette même lancée. Non, mais après, la différence entre les deux, c'est que Austin Reeves, il doit signer maintenant. Caleb Martin, il a 2 ans de contrat. Donc lui, quelque part. 40 dans 2 ans. Je lui souhaite. Franchement, il a régalé. Après, il faudra bien sûr confirmer tout ça. Ils sont pas dans la même truc. C'est juste que là, il a montré pour. On savait qu'il avait du talent aussi. Quand il laisse partir PJ Tucker, ils disent ce mec-là, il va le remplacer numériquement. C'est que le gars a des qualités. On en était sûr. Là, ce qu'il a fait, il a crevé le plafond, quoi. Franchement, il a crevé l'écran, le mec. Parce qu'il y a être bon, il y a donné des bonnes minutes. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un moment donné dire, l'équipe montez. Jimmy est bien défendu. Jimmy montez sur mon dos les frères. Et moi je m'occupe de tout. Et ça c'est
Ça, c'est bluffant. Ouais, la confiance qu'il a. Il a pas raté un tir extérieur. Même quand il était bien défendu, il allait chercher des lobes parce qu'il y a des cadres. Il a été dans le mid-range, l'action là où il passe sous le cercle, où Marcus Smart s'arrête de jouer, tout le monde en parle parce qu'il y a presque une reprise de dribble, enfin une portée de balle. Il se retourne, mid-field, là, je fais ah ouais d'accord, donc là en fait c'est un All-Star quoi, là, on est là. Donc bravo à lui, on verra ce qui se passera en finale, on verra ce qui passera dans la suite de cette carrière. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes plus que ça, juste là bravo pour la performance exceptionnelle, tout le monde ne parle que de lui. Et c'est pas fini. On parle forcément de Caleb Martin, mais tout ça ne serait pas possible sans le leader, l'âme de cette équipe, c'est Jimmy Butler, qui a encore sorti un match 7 incroyable. Après un match 6, une fin de match 6 bonne certes, mais un match 6 dans l'ensemble plutôt compliqué. Il a été encore au Formule 1, 28 points, 7 rebonds, 6 passes, vous le voyez, un pourcentage un peu suspect, mais c'est pas grave ça. C'est pas très grave dans ces matchs-là. De toute façon, on veut que ce type de joueur-là ait un volume autour des 25-30 tirs. Jimmy Butler, il a été fantastique, il a été élu MVP. C'est lui qui a le trophée Larry Bird des finales de conf. On aurait presque pu le donner à Caleb Martin, il y a eu ce débat-là. Mais c'est en toute logique que ça revient dans les mains de Jimmy Butler. Il a été extraordinaire. C'est incroyable. Surtout que je me suis vraiment demandé comment ils vont réussir à prendre cette confiance. Ils gagnent les 3 premiers, ils perdent les 3 d'après. Et je me suis demandé si les 3 lancers qu'il a mis au Game 6 vont servir de tremplin pour ce Game 7 en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, je pense. Il s'est remis tranquillement dans son truc, il est arrivé à Boston. On sait que le pourcentage des équipes qui jouent à la maison, un Game 7 n'est pas très haut. Il s'est calé sur son truc, il s'est arrivé. Boston, derrière, ils sont arrivés, ils ont fait shooter, faire que des trucs. Ben, il a pris sa victoire. Donc, pour moi, c'est un match. Maintenant, le niveau de la finale, je ne l'ai pas trouvé ouf parce que les 2 équipes, je ne trouvais pas... Merci Jimmy d'avoir mis un peu de piment dans tout ça. Mais je ne l'ai pas trouvé ouf. Maintenant, ce qui les attend à l'Ouest... ça va être ouf, ça va être. Ouais, mais moi, je te rejoins un peu. On avait beaucoup parlé avec Yohan sur la demi-finale de conf entre Boston et Philadelphie. On était déçus ici ou là, où on parlait beaucoup d'orgueil, et il faut rebondir et tout. Et tactiquement, malheureusement, c'était un peu pauvre. On a parlé de Matsula, etc. Et c'est vrai que parfois, dans cette finale, on était un petit peu déçus du niveau de jeu global. Moi, ce qu'on peut aussi dire, c'est que Spoelstra a fait des coups de maître et que pour la première fois de la série, il a décidé de changer sur tous les pics dans ce match-là et que ça a parfaitement fonctionné. Donc tactiquement, il y a eu des choses intéressantes quand même. On est un peu déçus parce que beaucoup de fois, on a eu l'impression que c'est une équipe qui passait à côté et pas 2 équipes à top niveau qui se rencontrent, un peu comme dans la conférence Ouest, même s'il y a eu 4-0. J'ai l'impression que c'est 2 super équipes qui se sont rencontrées et simplement, il y en a une qui était plus forte. Là, là c'est encore une fois Boston qui passe à côté de son match pendant que les autres font un match normal. Donc, je te rejoins un petit peu dans le truc déçu, pas du scénario parce que c'était un truc de ouf, mais déçu dans l'accomplissement des équipes. Allons sur les Celtics, hein. On aura l'occasion de reparler du 8 tout à l'heure dans la preview des finales. Allons sur les Celtics qui, je vais commencer, pour moi, qu'on fait un match incompréhensible, encore une fois. Tu parlais du momentum du 8, d'aller chercher des ressources mentales, de se remettre en confiance sur ce match 7, ce qui n'était pas gagné. Moi, j'y croyais pas. Je me dis, quand tu as perdu 3 fois, et la manière, en plus, m'avait un peu inquiété. Comment Boston peut faire un match comme ça à domicile, retomber dans des travers, alors que sur les 3 derniers matchs, ça avait retrouvé des valeurs. Et les valeurs, c'est pas Tatum qui met 50 points sur un match 7. Clairement. Tout le monde avait dit le match 7 de Tatum, ça va ressouder tout le monde. Non, un joueur qui met 50 points, c'est magnifique, c'est beau pour l'histoire, ça ne soude pas du tout un collectif. Ouais. Au contraire, ça masque peut-être des carences. Et pour moi, ils sont retombés, encore une fois, dans des carences de on se passe plus la balle, on est tête première, on a des comportements individuels, des choix très curieux, on pense forcément à Jaylen Brown. Et puis, la première des solutions, et la seule solution, c'est Guillaume Tell, on bombarde à 3 points. Grave. Bombarde à 3 points. Terrible. Match 6, ils le gagnent, ils sont à 7 sur 35. Match 7, ils sont à 9,42. Comment c'est possible, Thomas, Kevin, à ce moment-là, avec l'expérience de cette équipe qui est quand même finesse l'année dernière, d'offrir un basket aussi minable que celui-là, en tout cas dans les choix. Rater des tirs, moi, ça fait partie du jeu. Maintenant, c'est le choix et de se convaincre, de se dire, c'est comme ça qu'on va gagner. Tu veux répondre en premier ? Vas-y. Moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu sur le cul parce que d'après moi, le match 6, malgré le fait qu'ils aient été largement meilleurs, ils ne doivent pas passer, quoi. Sans un exploit qui restera dans le temps avec Derrick White qui met ce buzzer beater. Donc, pour moi, ce match 6 aurait dû leur permettre de gagner. Voilà, ils sont plus forts sur 3 matchs. Même quand ils perdent, ils gagnent. T'es à domicile. Ils ont déjà vécu le match 7 au tour d'avant. Ils ont l'expérience, parce que je dis la finale de dernière, mais on peut rajouter, c'est leur 4e finale de conf. Enfin, ce groupe a de l'expérience, cette franchise a de l'expérience. Normalement, ces équipes-là, elles viennent et elles mettent un blowout. On en a beaucoup parlé. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient gagner de 20 points. Moi aussi. Voilà, ils font un match normal, ils gagnent. Ils ont commencé le match. Alors, certes,
il y a quand même le fait, d'après moi, le fait du match, c'est que la première action, il y a ton meilleur joueur qui se fait une entorse. Je dis pas que c'est une excuse, mais je crois que ça a joué malheureusement Il dans cette grimace équipe. tout le match. Lui, il a mal et il fait pas un match normal. D'ailleurs, il tente qu'une seule fois sa chance dans le premier quart-temps, donc il était clairement amoindri. C'est pas une excuse, mais ça explique des choses. Ce qui est terrible, c'est de marquer de 15 points dans le premier quart-temps, c'est d'être à 0-12 à cheval sur le premier et le deuxième quart-temps et de continuer à envoyer. Ils ont tiré, raté. Il y a l'écart de Miami, ils continuent d'envoyer. Et heureusement que Derrick White est bon dans ce match, sinon ils en prennent 30. Hein. Donc, inexplicable. Ils sont revenus sur des valeurs de défense, de courage et un peu attaquer le cercle. Et ils auront perdu leurs 4 matchs sur des valeurs de mola, je sais même pas, de tir à 3, de tout ce qu'il faut pas faire dans ces grands moments. C'est dur, Kevin, en playoff, de maintenir une intensité, un collectif, une rigueur comme ça collective en playoff. Parce que moi, je ne l'ai jamais vécu et je ne comprends pas comment, sur 3 matchs, ils arrivent à être sérieux et sur un match décisif comme ça, repartir complètement dans une indiscipline. J'ai jamais vécu de Game 7, donc c'est soit on a gagné de 4-0, soit on s'est fait enlever par Cleveland ou des choses comme ça. Mais oui, c'est dur en fait, parce qu'en fait, tu peux vite rentrer en transe ou dans le moment. En fait, tu peux vite perdre la tête, parce qu'en fait, on s'enchaîne, on a tous les jours des vidéos, des choses, en fait, on est plongé dedans. Et c'est vrai que certains joueurs sont capables, tu vois, de garder la tête levée et de vraiment voir tout ce qui se passe, mais parfois ça va vite, donc tu es plongé dans le truc. Et oui, tu peux vite te retrouver à faire des choses. Et c'est fou, parce que pourtant on s'entraîne tous les jours, on a des vidéos, on a des trucs de scouting, on a des trucs, on va sur le terrain. Nous, je me rappelle, ils divisaient en 2 groupes, les extérieurs de l'autre, les intérieurs de l'autre. On allait sur le terrain, ils nous montraient des choses. Il y avait plein de choses pendant les playoffs. C'était assez interactif, c'était assez cool. Mais c'est vrai que tu peux vite facilement rentrer dans un truc, surtout Boston. Je pense que voilà, ils se sont dit, ça fait partie de notre identité, on shoot, ils sont restés sur le truc, ils sont morts avec ça, en fait. Comme trop souvent. Ils vivent aux Rockets, aux Rockets de Mike D'Antoni, les 27-3 points l'affilée. Mais pour moi, ils ont d'autres armes. Et ils ont prouvé, surtout, bien sûr. Chaque fois en playoff où ils se sont mis seuls, dos au mur, en jouant comme ça, ils sont revenus avec d'autres choses. Moi, l'attaque de zone, alors que ça faisait 3 matchs qu'ils arrivaient enfin à prendre un peu la mesure de l'attaque de zone, à mettre la balle au poste, à la ligne de fond avec Al Horford, les pick and roll avec Robert Williams, ça c'était parfait. Même si tu as vu que dans les stats, ce qui est sorti pendant les matchs, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de la zone de Miami, toutes les possessions étaient en faveur de Miami, qu'en fait, sur la série, n'ont jamais réussi à battre la... Non mais tu sais, ils mettaient en 24... La NBA adore faire ça. 24 actions défensives en zone de Miami, seulement un tir marqué et tout. En fait, dans les faits, vraiment d'un point de vue stat et tout, machin, ils n'ont jamais bien attaqué la zone. Alors, c'est dingue, mieux en tout cas, ce qui correspond pour moi à 3 victoires. Et à un moment donné, pour moi, il y a une action qui est symptomatique de ce qui s'est passé sur ce match 7, c'est quand Jaylen Brown a la balle, il est à 45. C'est Robert Williams qui monte, qui est ouvert entre les 2 lignes, là, tu sais, sur zone, qui est grand ouvert. L'autre, il le regarde, il lui fait. Et il appelle pick and roll. Et là, j'ai fait. Allez frère, t'as rien compris, vous n'avez rien compris, et donc vous allez vous casser dents. Et ils se sont une nouvelle fois cassés dents. Pour moi, l'attaque de zone, c'était mieux sur les 3 derniers matchs. Là, ils sont repartis sur une passe, un tir. Et là, quand tu fais zone, tu te frises. Mais pour moi, cette équipe, elle a peut-être de l'expérience à jouer ensemble, mais moi, je pense pas qu'ils ont une expérience basket, un IQ basket qui est incroyable en fait. Quand je regarde les deux, Jalen et Tatum, pour moi, c'est encore 2 jeunes qui cherchent à prouver des choses en NBA en fait. Et encore une fois, je ne sais pas si les 2 ensemble, ça fonctionne. Alors, j'y crois. Parfait, on y arrive. On va forcément recentrer le débat sur ces 2 mecs-là. On peut parler de Marcus Smart, qui moi j'ai trouvé qui fait du Marcus Smart, qui est plutôt parfait avec ses qualités, ses défauts. Robert Williams, pour moi, il faut l'utiliser encore plus parce que pour moi il est irréprochable. Alors Ford, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est le jeu. Après, il en a mis. Hein. Voilà, il en a mis, mais après on lui dit tiens shoot, ben il shoot. Mais forcément, on a envie de se concentrer sur Jaylen Brown et Jason Tatum qui une nouvelle fois ont été décevants. On va aller sur Jason Tatum. Certes, il y a cette torsion de cheville, mais encore une fois... Franchement, ça change tout. Les gars, un mec qui est pété. Non, mais attendez, il joue 41 minutes. Il s'est fait une entorse de l'au-delà, il a mal. Franchement, je suis pas là à donner des excuses, etc. Moi, je vais plutôt saluer un mec qui n'est pas sorti. Ah gros, t'as vu l'entorse? T'as vu l'entorse, t'as vu son visage, t'as vu son jeu derrière, il peut plus jouer. Non, mais est-ce qu'il doit rester sur le terrain? C'est pas vrai. Moi, un mec qui drive... Ce qu'a fait Isaiah Thomas en finale contre les Lakers, c'est prodigieux. Alors, je vais pas aller jusqu'à là. Mais tu me dis qu'un mec, il reste sur le terrain, il peut pas jouer, il drive, il vient mettre des dunks à 2 mains, viens pas me dire qu'il peut plus marcher. Il est pas en fauteuil roulant. Ouais, mais on s'en fiche de ça. Je veux dire, il est diminué si tu préfères. Non, mais je vais pas t'apprendre à toi et Erwan que quand tu te fais une entorse, tu peux continuer à jouer à chaud, mais que très clairement, t'es diminué sur tous tes
les appuis sur toutes tes prises. Quand il va au dunk à 2 pieds, là, et d'ailleurs, il y va pas trop fort, après, pour retourner de l'autre côté, tu sens que il a un peu tiré. Voilà. Ouais, mais... Et on peut quand même dire que le gars est blessé, c'est juste un constat. Moi, je m'en fous, je vais pas le défendre, je m'en bats les couilles. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai eu peu d'entorses, mais les fois où j'en ai eu, je pensais pas aller au Thomas, en fait, tout court, tu vois. Donc c'est peut-être qu'encore une fois, s'il avait gagné, en fait, aujourd'hui, ça le dessert, et on aurait dit, oh mon Dieu, il a joué avec une. Et ça aurait fait une autre histoire encore avec. Et c'est ça, en fait, et ça m'énerve un peu, parce que moi, je trouve ça, c'est des synopsis américains, des scénarios incroyables qu'on te met dans la tête, alors que. Non, en gros, t'es blessé, en fait. Si tu peux pas jouer, personnellement, assieds-toi, gros. Il y a plein de gars qui peuvent jouer. Je suis désolé, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis plutôt d'accord avec toi. Aujourd'hui, comme disent dans le débat, en fait, non, il était blessé, donc c'est pour ça, mais il a joué 41 minutes, gros. Moi, j'ai joué des fois où j'étais 100% en forme, 25-30 minutes. Je me dis 41 minutes avec une entorse à la cheville, quand même, c'est quelque chose. Mais derrière, bon. Personnellement, l'action héroïque. J'ai envie d'aller bien plus loin. L'entorse, elle escalée, elle a vraiment tourné, il a souffert. Tu vois. Maintenant, je vois c'est pas parce que tu as une entorse que dans les choix, encore une fois, moi, c'est les choix qui la différence de choix entre. On l'a vu face à Philadelphie, on l'a même vu déjà face à Atlanta au premier tour, on l'a vu face à Philadelphie, on l'a encore vu plus que jamais face au 8. D'un match à un autre, comment il est capable de jouer à l'envers, lui et Jaylen Brown. Moi, j'ai vraiment un vrai souci avec ça. Pourquoi d'un coup se précipiter? Pourquoi même le match 6, s'il y a Money Time, c'est parce qu'à un moment donné, lui et Jaylen Brown, ils ont ce putain de défaut. Quand ils sont à +8, qu'ils ont le contrôle du match, ils ne peuvent pas s'empêcher de et prendre des tirs en première intention, des tirs ou des long two ou des 3 points très difficiles au bout de moins de 10 secondes de possession. Je ne comprends pas pourquoi ces mecs-là insistent absolument sur ça. Et moi, ça me pose un vrai souci quant à la suite de la construction. Est-ce qu'en fait, c'est des mecs qui ont un QI limité? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils sont dans une guerre froide de qui doit être le boss? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à voir, en tant que spectateur simple, il y a un souci de gestion et je trouve même qu'ils se marchent dessus, ce que l'année dernière, je trouvais moins. Ok, mais là, on est en train de faire un débrief du match 7 ou on est en train de faire un focus sur le run de playoff? C'est pas la même chose. Mais pour moi, les deux sont liés. Non, pour moi, le match 7. Pour moi, le match 7. Il prend 13 tirs dans le match, Jason Tatum. On comprend bien qu'il ne peut pas jouer. Moi, j'aurais préféré qu'il sorte. Hein. Je pense qu'ils ont des armes pour jouer sans lui. Voilà, j'aurais préféré qu'il sorte au vu de son match. 41 minutes, quand il est blessé, je pense que c'est trop. Voilà, point. Maintenant, si on se recule et qu'on regarde les playoffs de Jason Tatum, pour moi, elles sont très décevantes. Voilà, on peut dire les deux. Je suis d'accord avec toi sur le choix. Le match aussi, c'est de sa faute, bien sûr. Il a fait des dingueries. Il a réussi à sauver ses miches sur les 5 cartons, les 5 derniers cartons contre Philly. Voilà, on peut le dire aussi. Est-ce qu'il est fait pour s'entendre avec Jaylen Brown? On peut encore se poser la question. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr, d'accord, on est d'accord. Maintenant, la suite de cette franchise, elle doit passer par les deux. Moi, j'en suis sûr. Sauf si Jaylen Brown dit « je me barre et je ne prends pas votre argent ». Parce que ça m'intéresse. Oui, on peut parler des hauts et des bas. Gros, tout le monde rate des matchs. On en parle pour Jaylen Brown un peu. Mais gros, Kobe, il a mis 4 airballs, il était rookie. Je sais pas, il perd 3-1 contre Phoenix et contre Steve Nash. On adore Kobe, mais lui aussi a fait des dingueries. On prend chacun. LeBron, c'est shit, celui comme pas possible. Ça fait partie de l'itinéraire de ces super joueurs. Voilà, tous. Allen Iverson, on l'adore tous, on se paluche. Il a fait qu'une seule finale de conf, le mec, dans sa life. Non, mais je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage. Non, mais j'entends. Ils font des hauts et des bas, comme tous, en fait. Dans la construction de tout ce que tu dis, et t'as raison, Kobe, il a fait tous. Rookie, il perd 3-1 contre et ensuite il arrive à un moment donné, tac, et une fois qu'il est là-haut, après bon, il y a la fin, il a plus l'équipe, certes. Les Iverson très bien, ils ont jamais eu l'équipe que Boston a eu. Moi je te dis on compare moi je vois l'évolution. Moi ce que je vois de Jason Tatum qui est un joueur exceptionnel, qui est un scoreur pour moi, qui peut finir dans le top 10 all-time des meilleurs scoreurs parce qu'il a des skills, quand il est chaud, il est indéfendable. Maintenant, et on en parlait dans ce qui est être un numéro 1, moi c'est ça. Tu l'as dit, 4 finales de conf depuis qu'il est rookie. Il a une expérience. Et moi, m'interroge. Mais je reste. Mais bien sûr, t'as raison. T'as raison. Moi, ce que j'avais aimé l'année dernière, vraiment, je vous le dis, j'avais adoré son évolution. Parce que, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, Jason Tatum peut être un franchise player qui ne fait pas que scorer. J'ai adoré ça de l'année dernière. Il était en charge du playmaking sous Udoka et ça a vraiment bien fonctionné. Il a montré de gros progrès. Là, cette année, c'est pas la même équipe, en tout cas dans le fonctionnement et dans ce qui est proposé par le coach. Donc là, cette année, on le voit beaucoup moins faire ça, être créatif pour les autres. En tout cas, il y avait que du 1 contre 1 et cette équipe a mal joué, quoi. On peut le dire aussi. Elle a mal joué. Je pense qu'il faut à chaque fois le coach. Il faut que ce soit au coach de lui dire. Mais moi, je crois qu'au basket, en fonction de qui est le coach, ça change tout. Hein. C'est ma théorie de base. On est d'accord sur ça, mais tu penses que Jokic, si je le mets avec un coach qui est plus dans l'attaque,
Mais l'équipe tu penses qu'il va plus faire de passes? Non, je pense que Jokic, quoi qu'il arrive, sera très haut en termes de passes, de rebonds et de points. Sauf qu'en fonction du coach, l'équipe autour sera meilleure ou moins bien. Voilà, c'est tout. Si on pense que les coachs, c'est que les joueurs qui jouent, frérot, on arrête de parler. On défonce tout le temps on défonce tout le temps les joueurs, jamais les coachs. Hein, c'est très bien ce qu'on pense des coachs et l'importance des coachs dans le basket. Mais j'aime l'analogie avec Jokic aussi. C'est quand il a le statut, et on sait qu'en NBA, c'est les joueurs stars avant les coachs. J'aime aussi dire que, et on l'a vu Magic quand il est rookie, qui dit, en fait, il fait sauter un coach parce qu'en fait, quand il joue au ralenti, ça l'emmerde. Bah oui. Donc il y a aussi ce côté-là. Il y a Jason Tatum, moi je crois que Boston doit faire et va faire avec lui sur le moyen terme, ça c'est même pas une question. Par contre, il y a un mec à côté qui, pour moi, son match 7 est dramatique, c'est peut-être le pire match que j'ai vu faire de Jaylen Brown, et c'est un garçon qui pour moi est un mec intelligent, qui a des vraies qualités, mais qui aujourd'hui est complètement perdu dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il doit faire, et j'ai vu un garçon dont on loue souvent les qualités de QI basket et d'intelligence même hors terrain. Il s'est mis dans une bulle, il s'est mis dans un délire. J'ai pas compris le match de Jaylen Brown. En tout cas, je l'ai senti seul dans son monde et ça m'a agacé. J'imagine, je me mets pas à la place des fans des Celtics, ça a dû les rendre fous. Mais ça m'a aussi interrogé, surtout pour la suite, Tom. Non, mais ça c'est évident. Moi, Jaylen Brown, mon avis sur lui, il est évident. Moi, mon âme, elle est de joueur. Et quand je vois un mec qui a été aussi bon qu'il a été l'année dernière, défensivement, dans le leadership, par moment, on en a beaucoup parlé ensemble. Hein. Je dis, mais attends, Jaylen Brown, ça y est, là. Il est All-NBA Second Team cette année. Regardez les stats, elles sont presque similaires par rapport à l'année dernière. Cette année, il a joué tout le run de playoff avec le masque. Il n'a pris aucun plaisir. On sait ce qui s'est passé en conférence de presse. Le masque, c'est le visage, hein, sans sourire. Le visage, voilà. Gros. Je vois un mec qui n'a pas envie d'être dans l'environnement dans lequel il est. Donc, vas-y, on peut lui tirer dessus. Il a joué tout seul, il a eu un an. Oui, t'as raison, le dernier match, c'est une catastrophe. Je tire même pas dessus. On fait tous le même constat. Voilà, point. Il a été 8 pertes de balles, frérot. 8 pertes de balles, qu'est-ce qu'il y a? Je dois avancer. Tu vas encore finir. Ah, mais parce qu'on sait la 8 pertes de balles, terrible, catastrophique, machin. Mais il n'a pas envie d'être là. Là, pour moi, c'est une fin d'histoire. Voilà, c'est tout. Pour ça, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que de toute façon, c'est la fin des deux. Comme je vous ai toujours dit, de toute façon, deux mecs au même poste, pratiquement, même s'ils sont un peu différents, mais c'est un peu les mêmes trucs. Deux mecs au même poste, je pense pas que ça fonctionne. À part Jordan Pippen, quoi. Ouais. Limite. Non, mais voilà. Avec un système triangle où ils ont clairement leur rôle, le truc. Mais aujourd'hui, pour moi, quand je les vois, c'est chacun tour de rôle, limite. T'as la balle, vas-y à toi, vas-y. Alors, il y a le sportif, Jaylen Brown, fini pour toi. Est-ce qu'il va partir? Moi, je mets un point d'interrogation là-dessus parce qu'il y a le sportif, il y a l'oseille. Et on sait que cet été, il est quand même éligible au Supermax. Et s'il part de Boston, c'est 40 millions. Tu t'assois dessus. 40 millions 110 millions, les mecs. Là, il est en fin de contrat en 2024. OK? Donc, s'il ne re-signe pas cet été, il peut partir free agent en 2024. Il est éligible donc, grâce à sa All-NBA Second Team, à un contrat Supermax, donc 30% du prochain salary cap, 290 millions de dollars. S'il devait partir en 2024, il ne prolonge pas, il n'est pas transféré et tout, on parle de 184 millions de dollars sur 4 ans. En gros, il y a 110 millions d'écart. J'ai une question. C'est un truc de malade. Qui va dire non à ça, frère? Est-ce que le side and trade peut s'exécuter dans ce Tu peux toujours, bien sûr. Tu peux toujours. Donc, mais plus tard, par contre, parce que tu fais une extension et il prend en 2024. Ouais. Donc ton signature, normalement, c'est en 2024 s'il ne re-signe pas. Et Rudy, il n'avait pas signé un an avant la fin de son contrat? Ouais. Avec le Jazz? Si, toujours. Mais tout le monde fait ça, c'est une extension. Tu fais une extension. Soit tu testes le marché l'année, mais en général, ces joueurs-là. Donc, soyons honnêtes, les gars. Attendez, Jaylen Brown, il n'a pas envie d'être là-bas, mais qui va lui conseiller de ne pas prendre cet argent? C'est difficile, hein. Mais aujourd'hui, il mérite tout ça. Ça, c'est un autre débat. C'est quand même, on parle de chiffres, c'est très sérieux quand même. Hein. Non, mais est-ce qu'il mérite, même avant même de parler, si lui, bien sûr qu'il veut. Moi, je veux, tout le monde veut, toi, tu veux. Mais est-ce qu'il mérite ça, en fait? Genre ces stats-là, en fait. Michael Porter Jr. avait prolongé pour 200 millions de dollars. Moi, à partir de ce moment-là, les gars, je suis désolé, mais Jaylen Brown, qui est All-NBA Second Team, qui est All-Star depuis plusieurs années, qui d'après moi est un numéro 1, je vous le dis vraiment, je pense que c'est un numéro 1, et c'est pas ce mauvais run de playoff qui me fera changer d'avis. Il a prouvé en 2 ans que ce gars-là pouvait avoir une équipe. Gagner, pas gagner, c'est un autre débat. Je crois que il fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Bah, gros, c'est le jeu, tu vois. Okay. Moi, j'y peux rien. Des chiffres, là, ouais, 60 millions de dollars à 32 ans, c'est abusé. C'est abusé de ouf, mais c'est la NBA dans laquelle on vit. Hein. J'aurais adoré que tu sois All-Star et que tu finances First Team à taux de 1 million d'euros par an, mais malheureusement, Taïwan, il va. Mais non, mais est-ce qu'il vaut ça? Moi, je crois qu'avec l'évolution des salaires et tout, moi, c'est pas trop savoir est-ce qu'il les vaut.
Moi aujourd'hui, je suis plus, tu connais moi, je suis plus terre à terre et c'est plus sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à savoir ce mec-là, est-ce qu'il est un lieutenant plus, est-ce qu'il peut être vraiment un franchise player qui chaque année te dit on vise à minima une finale, voire une demi-finale, voire une finale de conf. J'arrive pas à situer ce garçon-là. Parce qu'on l'a toujours vu, mine de rien, à part la première année où il est drafté, mais il est jeune. Mais même quand Jason Tatum arrive rookie, eh ben, tout de suite, dans la tête de tout le monde, c'est le numéro 2. Alors oui, on pense tous qu'il a les possibilités de numéro 1, mais être numéro 1, ça se vit, ça se fait. Et je suis dans un entre-deux avec ce garçon-là. Alors il y avait les rumeurs autour des Rockets. Il y a eu ses déclarations à lui pour dire que l'environnement Celtics, les fans, pour des raisons... historique, qui s'entendent parfaitement. Les mêmes raisons que Bill Russell, après sa carrière, est parti et a tracé vivre à Los Angeles. J'ai un vrai point d'interrogation sur la suite entre l'aventure entre les Celtics et Jaylen Brown. Je te pose la question, Erwan, t'as envie de quoi? En fait, tu vois, pour Jaylen Brown, t'as envie de quoi? J'ai envie qu'il parte. Ok. On s'en fout de l'argent. T'as envie qu'il parte? Après, il y a le sign and trade. J'ai envie qu'il parte pour lui. J'ai envie qu'il parte pour lui et pour les Celtics. Pour moi, le run de playoff des Celtics et ce match 7, pour moi, c'est pas juste un mauvais match qu'il fait. Pour moi, c'est presque un cri de « je fais plus partie du truc ». J'ai vraiment eu c'est un joueur trop intelligent. On l'a vu l'année dernière en finale NBA. Pour moi, quand il part dans des dribbles comme ça, tout le monde maintenant se moque de son handle et tout. C'est comme un mec qui est fort sur handle sur 3-4 dribbles. Ah oui, c'est pas Kyrie. Mais sur 2-3 dribbles, il est très fort. Beaucoup moins sur 4 ou 5. Il est parti dans des trucs. Tête la première. Il a pris des tirs qui sont pas à lui, des tirs compliqués, hors timing et tout. Non, il nous a trop montré sa valeur. Pour moi, c'est un cri de dire « j'y suis plus, les gars. J'y suis plus ». Ouais, je suis d'accord. Je l'ai vraiment pris comme ça. Et je te dis, hein, j'ai pas envie de lui tirer dessus, parce que c'est un magnifique joueur, mais là pour moi, je veux plus. Alors du coup, pourquoi tu as une point d'interrogation sur le fait qu'il puisse être numéro 1 quelque part ailleurs? Parce que numéro 1, j'ai envie de voir ce qu'il donne en vrai numéro 1, ce qui n'a jamais été le cas. Mais quand je vois ce que fait De'Aaron Fox, ce que fait Jalen Brunson, gros, j'ai l'impression que Jalen Brown, il est plus fort que ces mecs-là. C'est une affaire d'environnement, il est pas bien, tu l'as dit, et de possibilités dans ta carrière NBA, d'un moment donné avoir cette équipe. Fox est venu porter son équipe, il a fait, bon, ils sont tombés sur plus fort, mais il est venu porter son équipe, tu vois, c'est pas pareil que c'est total. Puis c'est deux mentalités différentes. J'ai l'impression que lui c'est un gentil comparé à Tatum qui est plus dans la mentalité Kobe, Black. Non mais j'ai l'impression que c'est un Tatum aussi il est gentil. Hein. Je suis pas sûr que moi c'est des gentils. Non mais quand je dis Tatum il va au All-Star et il va t'enchaîner, il va en foutre 55. Mais c'est juste une mentalité un peu à la Jimmy, un peu un truc. Et c'est vrai que Jalen pour l'instant, je sais pas en fait, je sais pas vraiment. Moi c'est l'impression que j'ai, tu vois, de l'extérieur. Ouais, en fait, pour répondre à ta question autour de Jaylen Brown, c'est que j'arrive pas à lui mettre aujourd'hui un plafond. Comme un numéro 1. Tu vois, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais comme il l'a jamais été, Oui, mais bon, du coup, c'est un peu le même débat qu'on avait avec Clay, par exemple. Moi, je vous ai toujours dit que si Clay, est-ce qu'en première option, il gagnera? Gros, ça, on peut pas savoir. T-Mac, il n'a jamais passé un premier tour, on l'adore tous. Bon, moi, je suis sûr qu'un gars qui tourne à 26 points, alors que tu es la deuxième option de l'équipe, je suis persuadé qu'il peut être option numéro 1 d'une bonne équipe. Gagner, pas gagner, j'en sais rien. Et c'est la même chose avec Clay. Oui, il y a des défauts, ici ou là, on peut en parler. Gros, les mecs, ils ont 25-26 ans, ils sont les meilleurs sur leur poste, ils ont prouvé, ils défendent et tout. Mais pourquoi on a un doute? Pourquoi on a un doute? Mec, je suis sûr qu'il va être bon. C'est pour ça que je te parle de De'Aaron Fox et Jalen Brunson, c'est que ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables d'eux avec le temps. Pourquoi pas eux, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si c'est Jalen Brunson, peut-il être numéro 1 d'une équipe? Oui, tu le mets dans une des pires équipes NBA, il n'y a aucun problème. Maintenant, que Jaylen Brown, quand je dis numéro 1, je détaille que numéro 1 dans une équipe ambitieuse, dans une équipe qui, chaque année, se dit c'est un minimum finale de conf. Parce qu'effectivement, être numéro 1 dans des équipes qui ne jouent pas les playoffs, on s'en bat les couilles. Non, mais bien sûr, je te dis pas ça. Non, mais c'est important de le... mais cette théorie, elle marche pour tout le monde. Et c'est toujours avec qui tu joues, hein, parce que sinon, la finale de conf, c'est quand même dans le cululu. C'est quand même fou. On pensait en être revenu de cette question-là. Et un an après des finales, on revient en plein dedans. On va quand même faire un point contractuel et sur le roster des Celtics. Kevin, vas-y, tu peux y aller. On va mettre le tableau. Après, il y a eu un petit changement aussi, le coach. Un petit changement, un énorme. Un énorme. Donc c'est l'une des choses, tu vois. Mais maintenant, oui, bon. Est-ce que c'est important d'être numéro 1? Pour moi, je vous dis honnêtement, dans l'équipe, quand j'étais là, t'as John, et t'as Bradley, et t'as les gars, même qu'ils soient numéro 1, 2, 3, pour moi, ils sont tous un peu numéro 1. On sait que c'est eux qui vont mener l'équipe. Maintenant, après, c'est des détails. Complicité, alors. Voilà, la complicité. On n'en a pas beaucoup vu de la complicité entre les deux sur ces. On n'a jamais eu beaucoup dans leur vie, en fait. Il y a eu l'année dernière dans le run. Voilà. Non, mais c'est terrible. Hein, moi, je suis sûr qu'ils peuvent gagner ensemble. Hein. Par contre, il faut être bien entouré et qu'il y ait un des deux qui soit bien luné, quoi. Mais bien entouré, ils sont bien entourés, Thomas. Je suis désolé. Bien entouré, je pense au coach, hein, sur lequel j'ai des doutes personnellement.
Bon, écoute, le tableau roster, Tom, avec les contrats, est-ce que tu l'as? Voilà, on va faire un point parce que cet été, on imagine qu'il va se passer. Il va y avoir en tout cas des réflexions côté Boston. Marcus Smart, Brandon Pritchard, Derek White, qui a été élu exemplaire vraiment sur ses meilleurs joueurs du match 7 des Celtics. Brandon était blessé, il était terrible. Cet été, il a été benché, il ne pouvait pas jouer non plus. Donc, Zion Tatum, Grant Williams, qui ne devrait pas re-signer, Blake Griffin. Bon, de toute façon, il est en fin de vie. Et puis, alors Ford, non, mais c'est vrai. La rumeur dit qu'il touche plus le cercle. Black la famille quand même. On va faire une prochaine vidéo avec lui. Avec plaisir. Luc et Muscala. Voilà. Les gars, si on... Thomas, toi, tu sembles croire qu'il faut continuer avec les deux. Kevin, toi, tu me sembles nous dire qu'il faut essayer de trouver une autre solution. Parce que j'aime pas le mot débarrasser, tout ça et tout. Ça n'a pas une bonne connotation. Il faut peut-être essayer une autre manière de il voir. ramène un gros meneur capable de passer et de faire au moins 10-15 passes par match. Voilà. Et les deux, tu voudrais un Rajon Rondo, voilà, quoi. Quelqu'un qui crée pour eux et du coup ils ont plus parce que ces deux-là dans la création, moi j'y crois pas du tout. Et tant que c'est comme ça et que c'est vraiment les deux, il y a Smart mais il reste quand même au-dessus des deux. T'as Al, il est en dessous des deux, tu vois. Donc c'est pareil, je me dis c'est. Il joue avec 3 meneurs, il joue avec Marcus Smart, qui est son profil, Brogdon, qui est ce profil-là quand même, et Derek White, quoi. C'est des mecs qui ont déjà joué meneur dans leur vie et tout. Je regarde le match, je vois Derek White, je vois Jalen Brown, je vois Tatum et je vois leur big man Williams. Voici les mecs que j'ai vraiment vu moi sortir, tu vois, du lot, et des mecs que vraiment je vais, mais les meneurs, je les ai pratiquement pas vus. Ouais, ça se tient. Bon. Moi j'ai plus un problème sur leur structure et leur manière de jouer plutôt que sur le roster qui me paraît être une équipe pour être championne. Avec les deux, encore une fois. Et le meneur changerait toute une structure et leur manière. Mais je sais, mais ils jouent pas comme ça, ils ont jamais joué comme ça. C'est ce qu'on dit plus, le roster il est ce qu'il est. Après. T'as vu la rumeur? Alors je vous dis ça, mais vous avez vu une rumeur, hein, parce que Damian Lillard pourrait être sur le marché, qui sait, face à Jalen Brown. Alors c'est pas un meneur passeur. Non. Il faudrait changer des choses. Ouais, est-ce que c'est un truc que vous feriez, ça? Je vous le demande, hein. C'est vraiment une énorme rumeur. Mais... Bah, ça, c'est des trucs. Ah, bah ouais, mais je vous le demande. Là, vous c'est pas mec, c'est des mecs, si ça arrive sur un bureau, il faut ton bureau. Il faut 8 heures de réunion, tu me demandes ça, moi je le fais. Ok, Brad Stevens, ici, il le fait. Brad Stevens, il le fait aussi. Mais après, bien sûr, Brogdon, tu peux pas jouer avec 6 mecs. T'inquiète, Brogdon, il y a une valeur marchande, tu trouves autre chose. J'aurais fait un truc de fou, j'aurais mis Mediana. J'aurais mis Lucas. Oui. J'aurais mis. Pas mal du tout. J'ai pas vu venir. Qu'on embrasse. J'aurais mis Lucas dans cette. J'aurais fait un trade. Ouais, ok, tous qui arrêtent. NBA Live 97, mon frère. En général, il dit il y a Michael Jordan qui sort de sa retraite aussi. Par contre, un mot sur Mazzulla qui devrait rester, mais qui devait être mieux entouré avec des assistants plus. Absolument. Il fait une bête d'année pour un coach rookie. Voilà, le problème, c'est qu'on parlait des saisons réussies ou pas pour les Lakers. Pour moi, ça, c'est une saison qui n'est pas réussie. Il a souffert. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires cette saison. Ils ont bien commencé, ils ont mal fini la saison régulière. Là, tu parlais de haut et bas, mais collectivement, les hauts et bas ont été très hauts et très bas cette saison en play-off. Et que je crois qu'ils se cherchent encore, quoi. Voilà. Et je me pose la question, et encore plus loin que ça, ce sera peut-être un très bon coach, mais est-ce que c'est un coach comme ça qu'il leur faut, jeune, mais surtout porté sur l'attaque? C'est ma grande question. J'ai un début de réponse, mais bon, une carrière de coach, il peut se passer beaucoup de choses. Je vais conclure. On les a vus sur des exploits individuels revenir. On les a vus bien jouer au basket. C'est pas quand ils jouent un basket d'attaque. Quand ils sont revenus sur des fondamentaux à eux, le match 6, les 3 quarts temps et demi, il ferme la raquette, il défend, il remet Grant Williams, il remet Robert Williams. Alors Ford redevient défenseur premium. C'est comme ça qu'on a retrouvé un petit peu les Celtics. Et ce qui est fou, c'est que quand ils se sont retrouvés là-dessus, ils ont repris un peu confiance et ils sont repartis dans des délires d'attaque ultime. Et ça n'a pas marché. Et c'est pas l'histoire de cette franchise de défendre, d'être dur, de pas forcément être bling-bling. Quand ils ont gagné, quand ils sont allés en finale encore l'année dernière, c'était sur ces valeurs-là, t'as raison. Mastic, avant tout. La bagarre. Le mastic. La maillage. Le mastic, quoi. Oui, il adore ça, lui. Ouais. Nous aussi, on t'en a mis un peu du mastic. Tu l'as pas senti, mais on t'en a mis du mastic. Allez, c'est fini pour les Celtics cette saison. Par contre, pour les Nuggets et pour les Heat, ça continue parce que ça sera la finale et donc on va se faire une grande preview. Allez, 35 minutes avant la cantine, mais c'est pas votre problème, ça. Il y a une flottante en plus. Oh non. Ça commence le jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, et avant de se plonger dans les clés tactico-tactiques de cette finale, on va d'abord se faire des stats, des petits stats, parce qu'historiquement il se passe des choses, notamment pour notre ami Pat Riley qui apparemment connaît bien les finales NBA, 3 en tant que joueur. Il me semble qu'il y en a 2 avec les Lakers et 1 avec les Suns pour faire bœuf. 10 finales en tant que coach.
les Lakers, les Knicks en 94 et donc le Heat, et puis 6 en tant que dirigeant, là, pour le coup, toutes avec le Heat. Donc ça, c'est pas rien quand même. J'ai cru dire LeBron. J'ai cru dire LeBron. Le parrain de la NBA, on l'appelle. C'est vraiment pour ça. Le Don. J'ai vu qu'il est apparu dans 40% des finales NBA, quoi, avec ses conneries. C'est pas rien. Pas mal. Peut-être un peu moins. Il y a un autre mec qui n'est qu'amour, hein, son nom n'est qu'amour, c'est que chaque fois qu'il va en playoff, il déboule en finale NBA, ça sera encore le cas cette année, c'est Kevin Love, 5 fois en playoff, 5 fois en finale. Ce qui m'a surpris dans cette stat, c'est que Kevin Love, finalement, n'a fait que 5 runs de playoff. Bah ouais, mais tu te souviens qu'avant d'aller avec LeBron, il faisait monter, il était en 25 et 15, mais il allait jamais en playoff. Ouais. Voilà. À Minnesota, voilà. Donc en général, quand tu as Kevin Love avec toi qui fait les playoffs, tu vas en finale. Il signe au Knicks alors. Ouais, faut qu'il signe au Knicks. Ou j'aurais peut-être dû le garder à Cleveland. Enfin bref. Et puis donc là, on voit des gens habitués aux playoffs, au final NBA. Et puis il y aura les petits puceaux de la. Non, pardon, oula, là on n'est pas sur des puceaux. Là on est plutôt sur des gros baisers. Des OG, des OG. Sur des OG. Eric Spoelstra, donc, qui fera lui sa 6e finale et qui rejoint donc un autre Don. Greg Popovich, Johnny Kundla, Steve Kerr, 6 aussi, puis Pat Riley, on l'a vu avec 9, Red Auerbach, évidemment 11, et Phil Jackson avec ses 13 finales. Donc là, on voit que des OG, et donc les petits puceaux, ça sera donc les Nuggets qui, pour la première fois de leur histoire, donc vont jouer une finale NBA. Et ça, je sais pas pour vous les gars, mais j'aime des fois le renouveau. On aime aussi l'histoire. On adore en 2010 quand il y a, et 2008 quand il y a le Celtics, Lakers, l'histoire. Mais moi, j'aime toujours quand on découvre des nouvelles franchises comme ça qui vont en finale. Surtout que c'est une question de cycle. C'est une question de cycle, de joueurs, de qui t'aura. Et oui, moi j'adore. Rita Ora, par contre. Famille, hein. J'adore le fait. J'adore le. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Ça sera coupé au montage. C'est pas moi qui fais le montage. Donc c'est vous qui faites le montage. Non, mais j'adore ça en fait. J'adore voir des nouvelles équipes. Ça permet de faire de nouveaux trucs. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir 2-3 gars qui vont en finale, comme là, Boston, ils se retrouvent. T'as une petite rivalité, Boston, Celtics, ils reviennent, mais ça serait bien que l'année prochaine, ça change. Et puis t'as quelque chose d'autre. Et moi, j'aime bien le renouveau, tout en sachant que cette équipe-là le mérite amplement. Tu vois. En plus, c'est vrai. C'est vrai qu'au-delà de la franchise, c'est ce que le jeu proposait et les incarnations de cette équipe, au-delà même des Nuggets. Exactement. Pardon, je pensais que tu allais. Tu es en train de lire, mais tu veux, je peux rajouter une phrase. Je pensais pas que tu allais finir aussitôt. Du coup, on a fait un petit point stat historique sur ces finales-là, entre les anciens et ceux qui vont découvrir ça. Maintenant, la grande question que j'ai envie de vous poser, pour commencer, et on va s'appuyer sur les cotes Winamax, c'est les Nuggets. Favoris pour vous? Ah, j'ai l'impression que oui. Hein. Pour moi, ils sont plus que favoris. Ils sont champions. Oh, ok. Désolé, on est là pour ça, pour avoir des statements. Voilà. Regardez les cotes sur Winamax. Vache. La cote à 4 côté Heat, la cote à 1,25 côté Nuggets. C'est pas pour le match de ce soir, ça. Hein. C'est pour le match. Pour le titre, j'espère. C'est pour le titre. C'est pour le titre. Merci Tom. En même temps, Kevin, tu dis que pour toi, ils sont déjà champions ou les bookers te suivent. Pas Devin, hein. Non, moi je pense clairement. Parce qu'en fait, le IQ avec lequel Denver joue, c'est incroyable. Moi, au début, je ne les mettais pas favoris. Je pensais que c'était les Suns qui allaient. Sauf qu'ils ont botté tous les gens que moi, je pensais qu'ils allaient gagner. Même quand ils sont arrivés aux Lakers, je m'en veux de ne pas avoir cru en eux et de m'être dit, bon, allez, LeBron. Tu succombé à la hype, voilà, toi aussi. Voilà, tu vois, je suis tombé à la hype, c'est ça, en fait. Je partage complètement ce ressenti de ce truc avec les Nuggets, c'est que, en fait, je disais, ouais, mais même en saison régulière, quand mes potes m'en parlaient et tout, je disais, non, mais les Nuggets, c'est en fait, je m'en veux de ne pas avoir cru en eux. T'as raison, je m'en veux. Et j'ai pas envie de le faire une fois de plus. Tout en sachant que j'ai vu les matchs de playoff de Boston et Miami. Et non, c'est une masterclass, Denver, quand ils jouent. C'est autre chose. Jokic, il a un niveau qui est stratosphérique. Là, par contre, on est en train de voir quelque chose qui est incroyable. Tu vois, même en termes de bigs, ce qu'il fait. Moi, honnêtement, je suis étudiant. Hein. Je regarde et je prends des notes, hein, parce qu'il n'y a que ça à faire, en fait. Moi, à mon niveau, il n'y a que ça à faire. Je regarde et je prends des notes à chaque match. Pour Taïwan, comme ça. C'est ça, en fait. Pour aller, je vais dire, j'ai pris ça comme note à Taïwan, et puis voilà. Il y a pas de... Mais en tout cas, sérieusement, c'est un autre niveau, en fait. Et je pense que là, cette année-là, en tout cas, pour moi, je vois une différence clairement entre les conférences. Moi, d'abord, la première chose, c'est que c'est l'ode à la continuité, cette finale. D'abord, vous avez Spoelstra qui est là depuis 2008, bien sûr, encore plus longtemps dans la franchise, qui connaît parfaitement la culture du Heat, qui va pour la 6e fois en finale, pour la 7e fois en finale, non, 6e. 6e fois, lui, il est 6e fois, voilà, 6e fois en finale. On se mêle un peu. Là depuis 2008, donc c'est le deuxième coach en place depuis le plus longtemps, après Pop. Le troisième, c'est Steve Kerr. Le quatrième, c'est Mike Malone.
Donc, 2 coachs qui ont eu le temps, à qui on a laissé le temps surtout de travailler, de mettre en place des choses, qui ont eu des hauts et des bas. Ça fait partie de l'histoire de la NBA. Quand tu te qualifies pas en playoff plusieurs fois, parfois on te fait sauter. Là, on te laisse bosser. C'est des gars qui sont très proches aussi de leurs joueurs. Ça, c'est un truc que je kiffe. On a beaucoup parlé, nous, pendant les rounds de playoff, des discours d'après-match, d'avant-match, la relation qu'ils ont les uns et les autres avec les joueurs non draftés ou les stars. Franchement, c'est des trucs qui me font kiffer. Donc, du coup, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que, quel que soit le gagnant, on va se régaler. Tu vois, on sera là à dire bravo pour Jimmy Butler, pour Nikola Jokic. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton édito, et tu as raison, Erwan. Maintenant, il y a 2 trucs qui s'affrontent. Hein. C'est une équipe qui se connaît par cœur, premier ici de l'Ouest, qui a démonté absolument toutes ces séries. Voilà, il n'y avait rien à dire, ils ont été magnifiques tout le temps, face à une équipe qui sort du play-in pour la première fois de l'histoire, 8e seed la première fois depuis les Knicks 99, et qui ont déjoué tous les pronos. Donc la question c'est, est-ce qu'on va cette fois-ci vers ce qu'on a vu, une meilleure équipe de basket, ou est-ce qu'il y a l'autre qui va encore nous faire une surprise incroyable et déjouer les pronos en allant gagner? Je sais pas quoi dire. Pour les fans du Heat, parce que le débat est évidemment bien plus profond que simplement le Denver est grand favori, j'ai l'impression que le Heat, et ça s'est vu encore plus que jamais en finale de conf, ils ne sont jamais aussi meilleurs que quand ils sont outsiders. C'est pas belle cette phrase. Hein. Ils ne mais sont jamais aussi bons. Ils ne sont jamais aussi meilleurs. Ils ne sont jamais aussi bons. Ça te choque? Un peu, ouais. Mais c'est pas grave. J'avais compris. Baudelaire. Ça dépend. Ils ne sont jamais aussi bons, ils ne jouent jamais aussi mieux que quand ils sont outsiders. Encore une fois, Game 7. Ils vont trouver, tu disais Kevin tout à l'heure, des ressources collectives, de leadership de Butler, des mecs qui sortent du bois pour mettre des... Quand ils sont plus attendus, on les avait condamnés à tort, encore une fois, mais comme tout le monde, et Williamax les premiers. Sur ce match 7, j'ai l'impression qu'en fait, ce rôle-là, finalement, de Miami, pour moi aussi, les Nuggets sont favoris, mais ce rôle-là de Miami, c'est le rôle qui leur va aussi le mieux. Donc c'est ce qui me permet pour moi d'équilibrer un peu le débat. De rééquilibrer, même si je maintiens je rééquilibre un peu là-dessus. Et tu parles du Game 7, mais le Game 6, c'est flagrant, parce qu'ils sont derrière tout le match. Hein. Ah ouais. Ceux qui ont vu juste les stats le matin, ils se font marquer. Il y a ça. Non, nos gars, ils regardent tous les matchs entiers, respectent un peu Kevin. Non, mais je parle pas de vos gars. En dehors de vos gars, il y a d'autres gars. Ah ouais, moi je les connais pas. Voilà, donc on leur parle pas, tous les gens qui regardent et qui, tu vois, ils étaient derrière tout le match en fait. Et à chaque fois, un petit shoot à 3 par là, un petit shoot à 3 par là. Ils arrivent toujours à se maintenir dans le match. Il y a quand même 3 lancers. Pour moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai déjà vécu avec Tony où j'ai vu où il avait loupé des lancers et des trucs et je sais comment un peu, tu vois, ça, en fin de match, ça impacte. Et là, je vois. Le calme qu'il a eu, gros. Le calme qu'il a eu, mais c'est 3 lancers en fait. Et là, je me dis, mais c'est un grand moment, tu vois. Et vraiment, White, bon, quand je vois l'action de White, je suis vraiment. J'étais à la télé, je vais dormir, je dis bon, c'est bon, ça suffit, tu vois. Mais en tout cas, ils trouvent toujours les ressources. Mais maintenant, je pense que la donne est vraiment différente. Entre une équipe qui s'est peut-être retrouvée là, parce que aussi, toutes les personnes qu'ils ont croisées sur le chemin n'étaient pas non plus structurées et bien dans leur basket, et c'était pas aussi fort qu'on l'attendait. Et une autre équipe qui a juste explosé tout le monde pour arriver là, en fait. C'est vrai que là, c'est archi intéressant ce que tu dis. Clairement, le Heat, Milwaukee, entre les blessures, n'était pas prêt cette année. On l'a bien vu. Yanis a pas joué. Voilà. Les Knicks, pour moi, on l'a dit dès le début, même s'ils avaient l'avantage du terrain, Miami est une équipe plus forte. Ouais. En tout cas, les 2 premiers matchs au Garden ont prouvé ça. Les Celtics, même si sur le papier, pour moi, ça reste une équipe plus forte, mais dans l'alchimie, dans le moment, on vient d'en parler des Celtics, ils n'étaient pas prêts à retrouver des finales. Là, ils vont arriver pour la première fois les playoffs face à une équipe qui, pour le coup, il y a 0 point d'interrogation. On sait tous ce qui va se passer. Donc, t'as raison. Après, tu vois, par rapport à ton truc de underdog, match 1 contre Boston, ils sont pas favoris, ils gagnent. Match 2, ils sont pas favoris, ils gagnent. Quand ils reviennent à Miami, les bookmakers disent tout leur match 1 à l'extérieur. Aussi, ouais. Les bookmakers disent Boston va quand même passer et prendre le match 3, ils gagnent encore. Et enfin, sur le match 4, on se dit, ils sont favoris, ils perdent. Sur le match 5, ils sont peut-être favoris, ils perdent. Sur le match 6 à domicile, ils perdent. Et sur le dernier, ils sont largement underdog et ils gagnent. Donc, on revient à ce truc ils sont vraiment pas favoris. 1,25 et 4, c'est vraiment une énorme différence. Mais c'est ce qui leur va le mieux. Et ce sont les meilleurs pour faire déjouer les autres. Là où Denver... C'est leur game plan, ils sont tellement forts c'est un TGV qui va à 300 km/h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra les embêter? Justement, ce TGV qui va à 320 d'ailleurs. C'est 320, tout à fait. C'est vrai que pendant 2 ans, tu as fait un stage et tu as conduit des TGV, Paris-Marseille. Jusqu'au jour où j'ai écrasé un berger allemand et là, ça m'a traumatisé, j'ai pas pu. Ça arrive sur les lignes. Surtout les sangliers. Sangliers. Ça dépend les lignes. Moi, j'ai mis 10 heures pour rentrer de Limoges à cause d'un sanglier. Comment Miami
peut parvenir à ralentir ce gameplay des Nuggets. On sait qu'ils ont des armes dans leur besace, c'est la défense de zone, qu'ils ont sorti à toutes les sauces face à Milwaukee, face à New York, face aux Celtics. On sait qu'il y a le pace, c'est une équipe qui adore courir, en face aussi, mais c'est une équipe qui adore courir. Thomas, Kevin, sur quel aspect primordial déjà le Heat va devoir appuyer ou tenter des coups? Le contrôle du rythme, ça c'est une évidence. Les équipes qui s'en sortent, c'est toujours celles qui ont la meilleure gestion de rythme. Ils ont Kyle Lowry, ils ont Gabe Vincent pour faire ça. Ils ont Jimmy Butler qui, malgré ses pourcentages, est un gars qui contrôle énormément le rythme de ce qu'il veut faire, c'est lui qui décide toujours. Donc il va falloir, autant que possible, éviter que Denver, un, court, parce qu'ils sont super forts en transition, et deux, se fasse des passes. Parce que c'est possible. En tout cas, personne n'a réussi. Même les Lakers, qui étaient la meilleure défense depuis la trade deadline et tout, se sont fait, ont résisté, mais n'ont jamais eu ce petit truc pour résister jusqu'à la fin des 48 minutes. Avec une vraie confiance, ils viennent juste de battre les Warriors. C'est clair, t'as raison. Je pensais vraiment qu'ils allaient arriver avec un vrai momentum et qu'ils allaient faire quelque chose. Et en vérité, ils se sont fait gifler. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire à Miami, honnêtement, parce qu'en plus de ça, au poste phare où il y a vraiment le mec, il n'y a pas de défenseur. Genre, il n'y en a qu'un seul, quoi. Il y en a qu'un seul, et j'y Oui. crois pas. Genre, il est trop petit. Jokic, il est grand. On se rend pas compte. Il est en très fait. actif. Voilà, il est très Grand actif, et il est grand, actif, il est longé, il a des longs Non, mais bras. Bam, pour le coup, pour moi, c'est un tableau, et je te rejoins là-dessus. C'est le grand défi pour moi de Bam Adebayo. Sauf que toi, quand la journée tu bosses sur ton ordi et qu'il y a une petite mouche autour de toi, ça t'arrête pas de bosser parce qu'il y a une mouche. Pour moi, c'est la même chose. Il Bam va te Adebayo, faire c'est une mouche pour travailler. toi Il va, Putain, par rapport à un sûr. Jokic, Sacrée mouche, hein. c'est un joueur. Belle mouche. C'est un joueur que je trouve très fort. Hein. Je l'ai vu à la Pro à Miami, je vous avais dit. Ouais. Ah ouais, Et je bien le sûr. trouve très fort. Sauf que Jokic, c'est encore c'est autre chose en fait. Et c'est un peu un 4-5. C'est pas vraiment. Jokic, c'est un pur 5. Il sait ce qu'il fait. Il est dans son domaine. Il y a pas. On l'a vu. Dès qu'il y a eu Grant un peu, il galérait. Tu vois, il galérait dès qu'il y a eu Grant. Et là, je me dis, Jokic, c'est une masterclass. On parle d'un mec qui joue sur les failles des autres. On parle d'un mec qui te voit trop aller à gauche, qui va te crosser à droite. Et c'est ça en fait leur jeu. Et c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça devient inarrêtable. Tu fermes la gauche, il va à droite. Tu fermes à droite, il va à gauche. Et en fait, c'est pour ça qu'il est pas, il se complique jamais la vie. Tu regardes. Et en plus de ça, tous ces mecs autour de lui savent se positionner. Toutes ces passes dans le dos pour le mec ligne de fond, il y a toujours le mec ligne de fond. Il aurait pu ne pas avoir le mec ligne de fond. Il est toujours là. Il est toujours dans le corner. Et en fait. Je ne sais pas comment ils peuvent arrêter ça. En fait, à ce stade-là, je ne sais pas en fait vraiment comment ils peuvent l'arrêter. Thomas, toi, tu partages cet avis? Tu penses que Bam va charger? Est-ce qu'il peut, alors c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on espère, des fois on n'est pas anti-Jokic, mais de voir des athlètes un peu plus, peut-être sous-dimensionnés au niveau de la taille, pouvoir embêter Jokic. On sait que Zeller aussi, Cody Zeller a été benché sur la fin de la série. On imagine que là, Spoelstra va être obligé de le mettre. Ouais. Là, c'est le grand défi de Bam, et t'as raison, c'est exactement ça. Le truc, c'est que j'ai vu Bam Adebayo être bon dans les victoires, bon sur tous les aspects du basket, autre que mettre la balle dans le panier. Parce que sur le match 7, encore, il rate des trucs. Ouais. À la fin, il se relâche un peu quand il y a un écart, mais il rate des hooks et tout. Je fais, putain, t'es sérieux, machin. Moi, mon gros souci, c'est que Bam Adebayo, sur les playoffs, aussi bon soit-il, il est largement moins fort qu'Anthony Davis sur le run de playoffs. Anthony Davis, on a dit, c'est un défenseur all-time. Il était extraordinaire en attaque. Il s'est fait casser la gueule par Jokic. Pour moi, Bam est moins fort. C'est tout con là, je fais vraiment une addition, machin. Bon bah Bam, il est moins fort qu'Anthony Davis sur le run de playoff. Jokic l'a démonté. Bon bah Oui. Format, tu vois, c'est tout bête, hein, mais format Summer League avec autant de fautes que tu veux, d'accord. Dans format NBA avec 6 fautes. Ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je sais pas. J'ai envie d'aller sur un petit point tactique qui m'intéresse. C'est une question que je me pose et j'arrive pas à y trouver de réponse. Enfin, j'en ai un début, mais je vais d'abord avoir les vôtres. On sait que Miami, avec sa zone, arrive à contrarier les équipes. On l'a vu dans tous les runs à l'Est. On sait, et tu le dis, Kevin, tu as raison, que les Nuggets sont l'équipe avec le plus gros IQ de la NBA en ce moment. Est-ce que faire zone face à une équipe avec un IQ et un pivot comme Jokic qui sent le coup, qui sait toujours bien se passer, un mec comme Murray qui envoie des bombinettes, qui est aussi un fort créateur, est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce que on sait, pour moi, quand le poste 5, c'est Jokic, non. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, qui t'a dit? Tu l'as vu monter, Jalen Brown qui lui passe pas la balle alors qu'il est censé. C'est là la faille. La faille, elle est au milieu, elle est au lancer franc, elle est là la faille. Surtout sur les terrains NBA qui sont très grands, t'as raison. Jokic, entre les lignes. Jokic, il aura ce ballon. Une fois qu'il l'aura, il prendra ses décisions. Sur la zone, c'est favorable. C'est marrant qu'une équipe comme Boston qui veut shooter
n'arrivent pas à jouer contre une zone alors que justement, c'est favorable. Pour eux, c'est parfait, en fait. Du coup, on vous allume encore plus, tu vois. Et moi, je pense qu'avec lui, ça va changer. Non, ça va changer de la donne. Ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir faire autre chose. S'ils veulent, ils vont devoir changer peut-être sur tout. Mais la zone, moi, je pense pas que ça sera Moins une de bonne zone option. alors. Moins de zone, tu vois Moi, ça je comme ça pense qu'ils vont faire beaucoup de zones encore pour un truc simple. C'est que tu as raison sur le papier. Il y a un énorme playmaker et ils sont tous très adroits dans cette équipe. Donc, sur le papier, c'est une très mauvaise idée. Le problème, c'est que la zone, c'est pas qu'une affaire de l'équipe adverse. C'est toi qui gères le rythme. Ton pace, c'est ça. La zone, elle te ken, quoi. Franchement, t'as une équipe d'attaque, t'arrives face à une zone, tu sais qu'il y a un espace là. Alors, soit l'Académie Jeu, ils arrivent encore à la dérouler, ils arrivent les uns après les autres, Jokic arrive, tac, Aaron Gordon, tac, et du coup, ils vont la démonter. Ou la zone va faire son effet, comme on l'a toujours connu à tous les niveaux, elle casse les couilles la zone, et tu t'arrêtes de courir, et t'as un tir en première intention et tu le prends pas, tu sais, tout ça là. Est-ce que ce truc de faux rythme, t'as raison, et la zone, c'est ça. Est-ce que c'est, en fait, j'ai même l'impression que ce faux rythme-là que la zone peut amener, c'est presque le rythme parfait pour Nikola Jokic. Moi, je pense que oui. Sur le papier. Oui, sur le papier. Sauf que c'est pas une équipe comme ça, c'est une équipe qui court. Moi, je veux dire, la plupart du temps, la zone, moi, je pense pas que ce soit le problème. Hein. Je pense que c'est les joueurs. Beaucoup de joueurs savent pas prendre une zone. Ça fait peur un peu mentalement à beaucoup de joueurs. Avant même d'arriver de vraiment arriver, ça te fait un peu déjà peur. Et je pense que beaucoup d'intérieurs ne savent pas jouer sur une zone. Si tu as un intérieur qui sait le faire, une zone, c'est pas un problème. En équipe de France, quand on arrivait et qu'on avait tous les gars qu'on jouait, la zone, on l'a déroulée. Tu lances, bam, Tony, bam, système, ça coupe, ça truc. Il y a du mouvement et... mais quand l'Espagne, elle vous fait boîte... Ouais, merci. Moi, je vois aussi que notre équipe de France, depuis 20 ans, dès qu'il y a de la zone, on est dans la merde. Je suis d'accord avec toi, mais souvent on perd contre l'Espagne et souvent qui nous fait mal. Bah, c'est Pau. Oui, mais là il n'y est pas à Gasol. Il n'y est pas, non, mais oui. Non, il est à Londres. Oui, il est là. Attendez, la zone contre l'équipe de France, c'est l'arme de base. On a même pris Cédric Ferchaud parce qu'on s'était dit, il nous faut un mec qui puisse mettre un tir. Donc, et ça n'a pas marché. Donc, moi, j'entends ce que tu dis. Je dis que la zone, c'est plus compliqué que juste dérouler un entraînement. Hein. Tout ce que je dis, c'est que avec un intérieur de ce niveau, cette zone peut être cassée. C'est tout. Ça me va. Moi, ça me va. Avec cet intérieur de haut niveau. Maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on fait sur Jamal Murray, hein? Ne l'oublions surtout pas. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup cité, mais vous inquiétez pas, c'était évidemment prévu. C'est marqué là. Regardez, Jamal Murray. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine que Gabe Vincent va commencer dessus. Il y a aussi derrière Caleb Martin qui va s'envoyer là-dessus. Ils ont du nombre et ils ont des cannes. Thomas a envoyé sur Jamal Murray et il en faudra. Ouais. Alors je pense que Gabe Vincent va accepter les stats. J'en reviens toujours pas. Moi, du 30 points, 50, 40, 90, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Et bien sûr, les 10 points dans le 4e quart-temps, numéro 1 de NBA, c'est un truc de malade. Jamal Murray est exceptionnel. Gabe Vincent devrait commencer. Caleb Martin, qui est un vrai défenseur, pourra. Je pense aussi que Jimmy Butler aime ce genre de défi. Il va prendre. Voilà. Donc Jimmy Butler aura aussi ses séquences sur lui. C'est peut-être lui la clé. Je pense que Jokic, on peut en parler autant qu'on veut. Les prises à 2, prises à 3, il va les démonter. Il y a de la zone, il va les démonter. Tu fais rien en 1 contre 1, il va te démonter. Donc il faut couper les autres. Ouais. C'est les autres qui doivent pas rayonner, à commencer par Jamal Murray. Est-ce que c'est possible d'arrêter Jamal Murray? Quand on voit le dernier tableau, j'ai envie de te dire que non. C'est là, par contre, où je dis, Jimmy, avec tu vois, son drive, ce qu'il a à l'intérieur de lui, il a sa motivation, son truc. Je pense que là, il peut prendre ce défi. Au début, peut-être qu'ils vont pas commencer comme ça, mais si Jamal il commence à s'enflammer, je pense qu'à un moment, Jimmy Butler, là, on a envie de le voir. S'il y a des money time, c'est lui qui s'en occupe de Jamal Murray. On n'a pas envie de le voir 40 minutes sur Jamal Murray. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire. Non, mais clairement, ils vont pas faire ça. T'as raison. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, le truc ce qui est bien avec Jimmy Butler, c'est que tu coupes au moins sur le papier les post-ups de Jamal Murray parce qu'il est trop fort aussi là-dessus. Donc, voilà, c'est les petits trucs. Non, Kylori peut s'envoyer. Et c'est sûr qu'il va défendre dessus. Il est chiant, Kylori. Peut-être un défenseur comme ça qu'il faut. Alors, il y a déjà la masse. On sait que quand même, il est lourd, un Kylori, dans le bon sens du terme, mais c'est un coquin. Non, mais peut-être que Jamal Murray, quand t'as des mecs trop forts comme ça, quand ils rayonnent, on le voit face aux Lakers, Schroeder, il les a mis dans la poche. Laurie, il a ce truc qui peut te sortir ton match, c'est un coquin. Il va t'arracher il va te tirer un maillot, te prendre un bras, passage en force. Ça peut mais de toute façon, c'est leurs armes, hein. Il faut qu'ils aillent avec leurs armes. Moi, je trouve que c'est plus équilibré à l'extérieur. C'est vraiment, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est de voir, quand je vois que
un Rudy Gobert ou un Embiid, des grands, des 7-foot défendent sur lui et que vraiment c'est... Et qui font le plein. Moi je te jure, moi tu me fais mon plaisir. Mets-moi un mec de 1m98 à défendre sur moi tout un match, je lui fous 50. Moi personnellement ça me va. Tu m'as pas mis 50, Non, mais... tu m'as mis 50. J'ai pas eu le temps. Il est con. Non mais c'est juste pour dire que le rapport de taille il est important. Et c'est vraiment le seul truc qui m'inquiète. À l'extérieur, je trouve que l'équipe elle est équilibrée. Mais c'est vraiment à l'intérieur où, Jokic, quoi. Où je vois que Jokic, il n'y a vraiment personne, il n'y a pas de 7-foot, il n'y a personne pour l'arrêter. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Ok, mais ça de toute façon, personne n'a trouvé de solution pour l'instant pour même ralentir un petit peu Nikola Jokic. J'ai une dernière question pour ces previews. On vous rappelle, on se retrouve jeudi 18h sur la Wina TV et nous ensuite dès 5h du matin après la fin du premier match pour faire un débrief. Les Nuggets n'ont pas joué depuis 10 jours. On sait, ils ont sweepé les Lakers. En face, le Heat va directement parti après de Boston à Denver, va enchaîner après une série en 7 matchs. Avantage, défaut, comment on voit les choses? Faire dur à dire ça. 10 jours sans game. C'est dur à dire parce que c'est un truc, encore une fois, que je trouve que les gens ils en parlent pas assez. C'est pour ça que je pense que beaucoup d'équipes se font gifler au premier match. C'est l'oxygène à Denver. Tout le monde en parle beaucoup. Je continue à te le dire que l'oxygène est incroyable. Moi, la première fois que je suis allé, genre, t'es déshydraté en 4 secondes. Hein. Tu fais un aller-retour, je me dis pourtant je suis en forme. Tu fais un aller-retour, t'as plus d'oxygène en fait. Et c'est vraiment un vrai facteur. Il te faut au moins 2 cartons, tu vois, pour te mettre dedans en fait, tu vois. Donc, et ça, c'est un truc qui va changer. Là, t'es pas en train de nous mentir, hein, parce que entre nous, on en a parlé, on disait ouais, ils en font trop. Non. Tu sais, parfois, on en parle à la montée vidéo, à la page, je sais pas, il y a une des capitales là qui est... Brignol dans le vin. Je te promets que c'est vraiment, c'est incroyable. Moi, au début, quand ils m'ont dit, ah d'accord. Et quand tu arrives, en fait, je me suis rendu... Moi, c'était un enfer. Tu peux pas respirer. Même à l'entraînement, donc les kinés nous donnaient tout le temps de l'eau pour rester hydratés, choses comme ça, mais c'est super dur au début. Et c'est vrai qu'il y a j'ai envie de te dire que ça va équilibrer, parce que du coup, ils n'ont pas joué, ça fait 10 jours, donc peut-être en termes de rythme, mais je pense qu'ils se tiennent en forme. Tu joues, tu t'entraînes, tu revois tes systèmes, tu fais des trucs. Comment tu t'entraînes. On se souvient que Pat Riley, 89... On est 3. C'est là, non? 80... Ils se font sweeper. Ouais, quand ils se font sweeper, il fait 10 jours justement, il est sweep pendant que Détroit et Boston s'étripent. Il leur fait un camp d'entraînement militaire, ils arrivent, Magic se pète, Byron Scott se pète et ils se font sweeper. Donc on imagine que Michael Malone apparemment. Michael Youn peut-être. Mais je pense que les choses ont beaucoup changé en NBA. Oui, mais en tout cas, c'est un petit point d'histoire. Après, c'est une réalité. On l'a vu tout. À chaque fois, on le voit. Il y a toujours un premier carton où il y a une équipe qui arrive pleine de bourre, mais qui peut être fatiguée vite dans une série. Et puis il y a l'autre équipe qui... Alors, ils se sont entraînés, ils ont pu scouter plus longtemps en Miami. Gros, donc pendant 10 jours, t'es là, t'as pas quoi. Moi, je parle vraiment de l'option de attendre une équipe. C'est chiant de pas jouer pendant 10 jours. T'as beau t'entraîner de la meilleure des manières. Tu t'entraînes, tu vas pas non plus t'envoyer comme un fou parce que t'as les finales en tête. Je pense que c'est pas la meilleure solution d'attendre. Après, ils ont l'avantage du terrain et en plus, il y a ce truc, tu le dis, d'oxygène. Je pense qu'ils auraient dû faire exprès de perdre 2 matchs pour les Lakers. Non, bien sûr que non. C'est juste que la réalité, c'est peut-être chiant d'attendre. Nous, ce qui est chiant aussi d'attendre, c'est le début des finales, on le répète, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. On va se régaler. Dites-nous dans les commentaires qui est favori pour vous. Et puis surtout, il y aura un petit air de revanche parce qu'on se souvient que Nikola Jokic et le Miami, ça avait chauffé l'année dernière. Alors, Jokic va leur faire mal dans tous les sens. Maurice et même les frères dehors à l'extérieur. Le frère Maurice n'est plus là. Off de court, il gagne nulle part, les gars. On se souvient après ça, Jimmy Butler qui avait harangué Jokic et toute l'équipe du Heat avait attendu Nikola Jokic dans le couloir. Bon alors. Est-ce que ça va peser ou pas? En tout cas, il y a un petit passif. Oui, il y a un petit passif quand même. Attends, c'était allé loin quand même. Franchement, il était suspendu et tout. C'était il y a un an. C'est pas exactement la même chose. Il a mis énormément de temps à revenir, hein, Maurice. Ouais, franchement, exactement, t'as raison. Mais Nico, mais ça, c'est rien. Les mecs, ils sont dans leur pays en train de se battre avec des ours et des trucs. Ils s'en foutent. Bon, on finit sur un prono. Moi, je veux un prono d'une finale. Je veux un score. Tu dis quoi? Moi, 4-0. Sweep? Moi, je suis clair. Fantadialo. Moi, je crois toujours. Ok. 4-0. Ok, sweep. Très bien, Erwan. 4-1. Nuggets. Il est gentil. Le problème, c'est qu'on j'étais tellement nul sur tous mes pronos sur Miami que. Au club, ça fait 10 ans. Moi. Ok. Ouais. Il y a une équipe qui a plus d'expérience et tout, avec Miami, qui fait une 3e finale, qu'on fait tout. J'adore ce que fait Miami vraiment, et je me prive pas d'une potentielle surprise. Maintenant, là, sur les faits, parce que le basket proposé par les Nuggets, le coaching, les stars au rendez-vous, les role-players, pour moi, c'est... Oui. Ouais, j'ai 4-1. Ma raison me dit 4-1.
Mon cœur me dit 4-0 pour être en vacances rapidement. D'accord. Ou alors 7 matchs, comme toujours, soit série longue et historique. On va voilà. prendre des messages des gens. Moi je vais être en vacances, mais 4-0 pour le hit. Hein. Vous respectez pas, tu sais, les mecs qui m'expliquent, déjà contre Milwaukee, vous n'avez pas respecté. Ouais, frérot, j'espère que tu avais 1000 euros hein, sur la série face à Milwaukee. Hein. Tu as vu que si tu avais mis 100 euros sur Miami au début des playoffs, tu gagnais 20 000 euros là? Juste en allant en finale? Juste en allant en finale. Bravo. Bah voilà, donc j'espère qu'il est riche, notre pote là. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la cantine, on va s'asseoir dessus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques news. La saison des Warriors est finie, mais ça s'active déjà en coulisses, puisque Bob Myers, la grande tête pensante des Warriors, hein, c'est lui qui a drafté notamment Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, entre autres. Pas Steph, je crois. Pas Steph, t'as raison. Donc la signature de Steve Kerr en 2014, c'est lui, 4 fois champion des finales, tout ça, la venue de Kevin Durant. Donc monsieur Bob Myers quitte les Warriors. Ouais, c'était plutôt annoncé dans les rumeurs. Après 12 ans de bons et loyaux services, l'un des exécutifs les plus connus de NBA maintenant décide de prendre du recul. Il ne part pas pour l'instant pour aller dans une franchise. C'est important en vrai. Hein. C'est important parce qu'on parle souvent des coachs, on parle souvent des joueurs. On parle jamais, très peu des GM. C'est quand même eux qui donnent une direction à une franchise et il a donné la direction sur la meilleure franchise des 10 dernières années. Donc Bob Myers quitte le navire, à voir qui le remplace, et c'est intéressant, mais ils vont tous, je pense, faire une belle soirée de fin pour se dire merci. Ouais, ils peuvent. Hein. Le remplaçant qui se murmure, c'est Mike Dunleavy Jr., l'ancien joueur, fils du coach, qui est déjà dans les... assistant. Qui est déjà assistant, qui a été joueur hein, aux Warriors. C'était à l'époque de Mike Pietrus, d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, on travaille toujours dans la continuité, il y a un petit peu... en tout cas, ils ne vont pas aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Voilà, ce sera quelqu'un qui aura une promotion. Départ de Bob Myers. Tu as connu un peu Bob Myers ou pas du tout? Non, j'ai pas connu. D'accord. J'ai connu, au loin quoi, mais je connais pas plus que ça. Mais ça a du sens de garder quelqu'un, tu vois, un peu comme San Antonio, de garder quelqu'un qui est déjà imprégné de ça en fait, pas ramener quelqu'un qui va ramener une philosophie totalement différente et tout changer ou surtout quand tu as les résultats que tu as depuis 10 ans quoi. Ouais, et ce qui est important aussi de dire, c'est que le prochain en charge, il a un travail de fou pour l'été. Hein. Klay Thompson, Draymond Green, les jeunes. Gros, c'est pas qu'il y a un gars qui arrive, qui se pose et qui dit bon bah vas-y on fait quoi. Il y a des vrais choix à faire. Ça se trouve il a déjà fait tout, il a déjà tout préparé pour l'été. Après j'imagine un petit peu. Et si t'es déjà dans la franchise, en fait le truc depuis quelques mois t'es déjà un peu au fait. On imagine. Bob Myers se barre. Scott Perry aussi des Knicks pourrait partir. Scott Perry le GM donc c'est l'après Phil Jackson, l'après Kevin Serafin aussi donc qui a drafté Mitchell Robinson, qui a drafté R.J. Barrett, qui a fait venir Julius Randle, qui a fait venir aussi Jalen Bronson, 2 qualifs en playoff. Il avait remis de l'ordre un petit peu dans une franchise un petit peu bordélique. Et du coup, il s'en va. Oui, c'était annoncé. Avec Leon Rose, désormais, il a Leon Rose est président et c'est lui qui prend les décisions. Donc, par exemple, Jalen Bronson, c'est plutôt Leon Rose qui l'a fait venir. Lui, il a remis l'équipe bien, la franchise, après les années de disette. C'était annoncé parce qu'il avait maintenant beaucoup moins d'influence que lorsqu'il est arrivé. Donc ça fait partie de la vie d'une franchise de laisser partir les gens en fin de contrat quand ils ont moins d'intérêt, mais on est persuadé qu'il retrouvera du travail parce qu'il a fait du bon travail globalement. Et puis remettre les Knicks comme ils ont un petit peu à flot, c'était quand même... les Knicks, ils sont comme ça. Juste de les mettre comme ça, c'est un truc de ouf. Donc honnêtement, personnellement, ce qu'il a fait, c'est bien, tu vois. Maintenant, j'espère... Il faut plus de JM comme ça qui vont arriver de façon au fur et à mesure. Hein. Je pense que ça va se remplacer. Il y aura aussi des anciens joueurs qui vont bientôt qui deviendront JM. Donc je pense qu'on va arriver dans les meilleures ères du basket, où le basket, ça va vraiment être intéressant. Tous les choix vont être intéressants. Quand un mec sera signé à 50, 60, 70, ça sera réfléchi, il y aura des trucs. Et je pense que ça aura beaucoup de sens. Le rôle des GM, on rappellera quand même toujours que le showtime des Lakers, c'est pas Trey, c'est Magic Johnson, c'est Jerry West derrière en general manager, et que Kobe et Shaq les années, c'est encore Jerry West, un GM, ancien joueur qui connaît un peu le métier. Même le plus important de l'histoire de la NBA, on a bien sûr pour Jerry West, qui était de tous les bons coups. Les Suns cherchent un coach, ils ont réduit leur shortlist à Frank Vogel, Kevin Young qui est l'assistant, et donc l'homme le plus demandé du monde, Doc Rivers. Vous avez vu cette blague à part les Sixers ont choisi Nurse pour remplacer un Doc. Je trouve ça très mignon. Ça marchait. Pas mal du tout. Ça marche. Ouais, bah voilà, Doc Rivers, il est encore il est finaliste quoi. Il pourrait retrouver du travail. Oh, je sais pas. En tout cas, il est finaliste. C'est un constat. Ça, c'est une information qu'on a eue. Il passe les interviews pour être coach de Kevin Durant et Devin Booker. S'ils le prennent, je comprends plus rien. Frank Vogel.
On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Il est champion. On aime bien les coachs champions, t'en parlais pour Nick Nurse. Et Kevin Young pour un semblant de continuité de Monty Williams, puisque c'était son premier assistant. Kevin, t'en as 3 là, tu choisis qui? Si je dis Doc, je serais pas vraiment objectif et vrai, parce qu'on a toujours une bonne relation et il me kiffait énormément. Il a essayé de me faire venir aux Clippers plus d'une fois. Ok. En 2014, 2015, non, mais en 2014-2013, il a tout fait pour que je vienne. C'est pas fait. Maintenant, C'est un bon. ouais, Franck. Qu'est-ce que tu vois alors? J'ai toujours aimé même il était Indiana, Ouais, il est passé en Indiana. Donc je pense que oui, Franck. Tu dis Franck comme ça, voilà. ok. Ouais. Ok, pourquoi pas. Kevin Young est appuyé par David Mooker. Ouais. Tu sais que souvent, les joueurs sont proches des assistants, ça arrive souvent ça. Moi, quand je vois ce que fait Darvin Ham, en coach rookie, bon, Mazzulla, c'est un peu spécial, mais il fait mine de rien une finale de conf pour un coach rookie, ce qui est énorme. Moi, j'ai envie de continuer avec la continuité, l'assistant de Monty Williams et un mec qui connaît la boutique. Doc Rivers, honnêtement, j'y crois plus. L'effet Celtics 2008, ça va, frère, c'est fini. C'est retombé. Et Frank Vogel, pour moi, certes, il y a le titre dans la bulle, c'est un coach champion NBA, c'est pas rien, mais ça reste un coach qui, aujourd'hui, dans le basket moderne aujourd'hui, ne peut plus vraiment exister. Ok. Des nouvelles idées. Voilà. Voilà, c'est plus que les hommes, les idées. Totalement. Après, il faut que ça matche avec les joueurs. Ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir avec les coachs rookies quand tu as un roster comme celui des Suns, quoi. On va suivre ça. En tout cas, il y aura beaucoup de mouvements dans les bureaux, dans les bureaux et sur les bancs. Ce sera pas Steve Nash, en tout cas, aux Suns. Non, mais peut-être à Toronto. À Toronto, absolument. Et ça bouge de fou. Et c'est pas plus mal pour lui à Toronto, chez lui au Canada, dans un truc où il va reconstruire. On va pouvoir laisser un peu bosser, il va pouvoir apprendre le métier. Et tant mieux que les Suns ne soient pas allés le chercher pour tout de suite être champion. Il n'est pas prêt. Ouais. Le métier d'entraîneur, ça s'apprend. Voilà, en étant assistant, il a quasiment pas voulu l'être. Donc voilà, si tu veux l'apprendre, va dans une équipe en reconstruction, ça sera très bien. Un mec qui doit se reconstruire, c'est moi, parce que je prends trop des branlés au quiz. Et là, c'est le dernier de l'année, celui-là, il faut que je le prenne. Allez, Erwan. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit fin de saison normalement dit que j'étais en vacances, mais on m'a fait revenir pour une dernière. Alors j'ai préparé qu'un qui suit, je vous le dis les gars. Sous ma gueule, c'est ça ton happening? Vas-y, allez, va. Excuse-moi, ça a été répété en plus en régie, c'est un peu dur de dire ça comme ça. Elle est Robin des Bois, donc à bien se tenir. Hein. J'ai qu'un qui suit du coup, mais il est très relevé. Kevin, je préfère te prévenir. Bon, allez les gars, merci. C'est abusé. Pourquoi tu dis ça? Laisse-le, ce truc va trouver. Non, mais à chaque fois, c'est moi, au bout d'un moment, je sais pas, je pense qu'il y a. Je pense que je suis visé. Moi, je pense que je suis visé. Là, un homme à abattre. Là, il y a un truc. Je suis toujours de ton côté, Kevin, tu le sais très bien. T'es pas con en même temps. En même temps, j'ai pris les mesures. Alors. Sûrement l'instinct de survie, ça. Vous êtes prêts parce que ça part direct, du coup, il n'y a pas de. Allez, je suis né le 8 mai 1980 en Floride. J'ai donc 43 ans et j'ai quitté les parquets NBA lors d'une dernière saison en 2012-2013 avec Memphis. Mais, commençons par le commencement. Je fais ma fac à Missouri de 98 à 2000. Misou. 2 saisons. Et lors de ma deuxième, je tourne à 15,3 points et 3,6 passes. Avec surtout une belle adresse à 3 points, avec un peu plus de 42% au shoot. Dans mon scouting report, on m'annonce comme un combo guard, compliqué à défendre sur du 1 contre 1, mais qui est aussi un bon défenseur. Bref, on me fait des éloges, et c'est pour ça que je me présenterai à la draft confiant en 2000. Je suis sélectionné à la 10e position, juste devant Jérôme, notre ami français, et je file aux Clippers de Los Angeles. Je m'installe sur le banc, en rotation, 16 minutes en moyenne pour ma saison rookie, pour 6 points et 2 passes. En tout, je resterai 4 saisons sur la côte californienne sans que mes minutes bougent vraiment. La saison suivante, une blessure à la cheville me fait rater 68 matchs et je mettrai du temps à la guérir correctement. Tino Mobley. Il y en a qui jouent 41 minutes avec une... Je sais pas. Non. En 2003-2004, c'est ma meilleure saison avec les Clippers, puisque le coach, Don Levy, me met dans le 5 pour pallier la blessure de Marco Jaric. Pas Daniel Ewing, junior? Non. Oh, putain, au total, 24 matchs titulaires en tant que numéro 1. Attends, il est titulaire là. En quelle année tu nous as dit, pardon, excuse-moi? 2003-2004. 2003-2004, titulaire. Donc sur 20 matchs. Petite info, je commence le basket en 2005. juste pour petite info, voilà. En 2004-2005, je suis agent libre et je décide de signer au Heat de Miami. Visiblement, j'ai envie de rester au soleil. Arroyo, Carlos. Non. Non, il a jamais joué. Putain, pardon, je me suis enflammé. Il a jamais joué au Clippers. Ah bon, ça va, j'ai dit n'importe quoi. J'ai cru que je l'avais en plus. Ah, moi aussi. Je me suis vu gagner, j'ai jamais joué au Clippers. Donc les Clippers, je passe à Miami. Je ne resterai qu'une saison au Heat, mais ça sera une sacrée saison pour l'expérience.
Derrière Jones, je découvre les playoffs pour la première fois dans l'épopée jusqu'au final de conférence perdu en 7 matchs. Sur ce run, je jouerai tout de même 17 minutes de moyenne, soit plus qu'en saison régulière, pour un peu plus de 7 points. Shooter, je suis aussi capable d'envoyer quelques gros tomards. Je ne resterai qu'une saison au Heat, mais 3 de plus en Floride, puisqu'après Miami, je débarque à Orlando pour 3 saisons. Nous sommes en 2005-2006. Je suis le backup de Steve Francis et Jameer Nelson, toujours dans le même rôle tout au long de ma carrière. Florentine? Non. Pas du tout. En Je dis n'importe quoi là, je suis stressé. En 2006, je vais peut-être réveiller en vous en souvenir, puisque je déclenche une bagarre avec Ray Allen lors d'un match contre les Supersonics. Ah non, bagarre Ray Allen, Supersonic. Je lui mets une patate. La baston démarre à Seattle. Verdict, 5 matchs de suspension pour moi et 3 pour Ray Allen. Avec Denver au New Garden. Je resterai jusqu'en 2008 à Orlando. Je partirai juste avant que l'équipe joue les finales NBA, puisqu'en 2008-2009, je suis tradé chez les Nets. C'est les mecs qui t'as joué ça. Chez les Nets, où je jouerai 27 minutes par match. Pas à cette époque. À New Jersey, c'est la meilleure saison de ma carrière, avec presque 10 points et 3 passes. Je porte le numéro 55 et j'enfile pour la première fois un bandeau que je garderai pour les années à venir. Il y a même les bandeaux quand ils ont fait les bandeaux la première fois quand même. Putain, il sourit pas du tout, c'est du WhatsApp, je dis n'importe quoi. En plus 55. Je suis désormais facilement reconnaissable. Devin Harris se blesse et je prends sa place dans le 5 lors d'une vingtaine de matchs. Je l'ai pas, j'y arrive pas. Je m'installerai 2 saisons dans le New Jersey. La deuxième sera un peu gâchée par les blessures. Oh, je Ah, trouve c'est que je New l'ai. Jersey. Putain, je trouve que je l'ai. Nous sommes déjà en 2010, j'ai 30 ans et je signe chez les Bucks. Backup de Brandon Jennings, je Oh, ce serai mec, titulaire 22 fois dans la saison pour 22 minutes de temps de jeu de moyenne. Parce Kylian que- Doulig, Doulig. Kylian Doulig. Comment il l'a pas Kylian Doulig. Kylian Doulig. Oui. Et ben voilà. Oui. Fallait Oui, trouver- Kenyon. fallait Oui, trouver Doulig. celui-là. Oui, Kylian Doulig. Fallait trouver celui-là. Eh ben, c'était bravo. la Oui. meilleure. mais- Oui, Erwan. Moi, Oui, j'avais mon aucune idée, petit. mais toi, tu... Kenyon Doulig. Oui, bravo, super choix ça. Oh, C'est mes années ça. l'enculé, je le C'était vois bien pas. la peine de me Doulig. faire revenir, Erwan. C'est quoi ton procédé pour le qui suit? Non, mais c'est bien trouvé. Trouvé Tu trouves d'abord le joueur et après tu Ouais, trouves- qui est pas trop évident. Et puis lui, j'étais assez content, Kylian Doulig. Comment? Non, bien. Doulig. Kylian Doulig, ouais. Putain, mais je Sa le vois famille. qu'Orlando, c'est abruti là. Clairement qu'Orlando. Le 55, c'est ça qui m'a aidé. Et après, il va chez les Celtics. Il remet son bandeau. Tout à fait, il est au Celtics. Tout à fait, tout à fait. Bon, Bon, moi, c'est Kevin. le dernier de l'année, hein. C'est le dernier de l'année. T'as été grand cette année, on a un cadeau pour toi. On peut faire un gros plan sur Kevin. Est-ce que tu peux Regarde, c'est montrer, marqué. s'il te plaît, à la caméra ce que c'est? Elle va Parce que elle va vraiment. t'apprendre la vie. Ah, j'ai besoin qu'on m'apprenne la vie, donc c'est parfait. Merci. Voilà, donc. Je savais qu'il y avait un truc. Bon, montre aux gens un peu comme il Ah veut. ouais, Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit sur le truc, s'il te plaît? ça va t'apprendre la vie. Cougar. Oui, mais, Cougar oui, Kimberly. mais ça, je voulais pas. Mais un peu plus haut. Mais, par contre, les gars, elle est où la poupée? Non, t'inquiète pas, il est déjà utilisé, on l'avait. La crise origine là, là. C'est mon tour de la ramener chez moi. Ça arrive plus tard. Il n'y a pas de merde sur TikTok. Merci Kevin en tout cas. Bon, merci Pour Kevin. cette belle C'est année. quoi, c'est la les deuxième gars. ou troisième année là? Troisième année. Troisième, fin de la troisième. Bravo Kevin. Putain, bravo, bravo. Quelle progression Voilà. extraordinaire. Progression, c'est D'ailleurs, je incroyable. vous réinvite à aller voir l'interview de Kevin Séraphin sur la Wina TV. Elle était exceptionnelle. Vraiment, elle était cool. Vraiment, En plus, pour tous ceux qui veulent en apprendre plus, parce que tu C'est nous long, parles hein. d'un truc que les gens adorent, d'argent. Et ça, honnêtement, tu nous as dit des trucs que je savais même pas. T'as régalé. Bravo Kevin. On embrasse tout le monde en régie pour ce dernier vraiment fou first day show de l'année. Polo, Chris, Jérémy, JB, Tom au quiz, Thomas, évidemment le roi du quiz, Kevin, tous ceux qui sont venus cette année-là, évidemment. Puis on embrasse Kylian Doulig et Cougar Kimberly, évidemment. On se retrouve nous, vendredi matin sur les coups de 5h, 5h30 pour le débrief du premier match des finales entre les Nuggets et le 8. On va se régaler. Ciao l'équipe, merci pour la force. Bisous, ciao, ciao. Ciao. Ciao.